Je vais simplement essayer de mettre une lumière pour voir quelle serait. Je crois que l'image elle est claire. Est-ce que vous nous entendez là? Vous nous entendez très bien du côté de YouTube comme du côté de Facebook. Nous vous souhaitons la bienvenue. Soyez les bienvenus à notre chaîne YouTube, comme aussi sur notre mur Facebook. Comme vous venez de l'écouter, on l'a dit clairement. Venez ici écouter l'économie selon l'USK, la Fédération Congo, le nouveau pays. Voilà. Mais le temps que les gens se connectent, on va simplement essayer de jouer à ce petit audio-là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peuple nigérien, vous avez vu les lèche-culs de la France. Vous avez vu la décision des hommes qui font honte, des hommes sans vergogne, des hommes sans dignité, des ingrats, des imbéciles. Alassane Ouattara, il n'a pas honte. Il n'a même pas honte. C'est le dernier chef de l'État. Mais il va voir. Il va voir bientôt. Ah ouais, nous, on ne recule pas. On ne va pas aller en arrière. Dites à Bazoum aussi, on ne va pas aller en arrière. Nous, on ne recule pas. Donc, nous, on est déjà prêts. Ah ouais. Nous aussi, on a fait des sanctions. Aucun avion de la CEDEAO ne va pas survoler le Mali. Voilà. On a fermé nos frontières depuis minuit hier. Avant qu'ils ne commencent, nous, on a déjà commencé. On n'a pas peur. Nous, on a peur de rien. La France a fait 70 ans pour conquérir le Mali. Les autres pays, il les a pris en 6 mois, 1 an. Il les a colonisés. Nous, il a fait 70 ans de guerre avec le Mali. Ils connaissent ce que c'est le Mali. Nous, on est prêts à tout. La population est déjà préparée pour ça. Ah ouais. Et n'importe quel imbécile de l'opposition qui va sortir, de parti politique qui va sortir, on va le brûler vif. Aïe. Ah ouais. On va commencer à aller chez eux, maison à maison. Tous ceux qui parlent mal de la transition, on va les brûler toute sa famille. Aïe. C'est ce qui est en route maintenant. Donc, il faut qu'on continue. Moi, je lance aussi un appel au président guinéen pour qu'il puisse faire venir Guillaume Soro chez lui. L'armée lui donner créer une rébellion pour aller botter les fesses du vieux con d'Alassane Ouattara, qui n'a pas honte, ce fils de lâche, Aïe. un maudit. Alakana Bakara Alassane, Horonte, Horonje Mogote. Aïe. Donc, nous, on est là. Notre président est là. Aïe. On va très bien. Nous aussi, on a nos missiles, on a nos trucs. Donc, maintenant, nous ne sommes pas à la merci de la France. Aïe. On a même interdit à la ministre et à Barkhane de survoler leurs avions, de survoler nos bases aériennes. On est prêt, il n'y a pas de problème. Tous les Mali est prêt à prendre des armes contre cette CEDEAO. Ce maudit de CEDEAO. Aïe. Voilà. Donc nous, on n'a pas peur. On n'a peur de rien. Oh ouais. Jamais le verra lahar banda ko rafu sinu. Awsa so que c'est bayal lahira ba woni gari. Bambara dit que lahar ko fait bien vérité. Ante sera founi. Ango ala kira. Munci Allah, inni irkoy, ango Allah, ma chite gafen. Honte à vous, Bazoum. Honte à vous, Kabore. Honte à vous, Ouattara. Honte à vous, PD de Macky Sall. Les maudits que vous êtes, que le bon Dieu vous maudisse. Qu'il maudit vos trucs. Comme vous êtes là, vous êtes dirigé par un petit blacoro. On est chez Dandaoudou, si il n'y a pas ordre. Dandaoudou. Nano ga arno ordre. Pedi no ga arno ordre. Zine da kanyo kayo ta wande. Nano ga arno ordre ara hawo. Ara na salam tare hawande. Vous avez eu honte, vous faites honte à la religion musulmane. Que le bon Dieu vous maudisse tous. Inch'Allah, le vent de colonel ça va continuer. Il y a des colonels au Niger, il y en a au Burkina, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Sénégal. On va vous botter tous les fesses. Ils sont tous partis. Vous ne connaissez pas la France. Si aujourd'hui Hachim dit à la France de laisser les autres pays faire des coups d'État et tous ils vont le suivre. Tu crois que la France va vous garder? Il va dire d'accord. Parce que depuis que la France est née, n'a pas vu un président comme Hachim Zoltan. Et Chogol Kokala Mega. Nous, on est là-haut. Vous avez fait votre sanction hier, non? À 17h vers 18h. Nous, on a pris nos décisions à minuit, on a dit tous les frontières avec les pays de la CEDEAO sont fermées. Jusqu'à nouvel ordre. Avant vous, on a fermé les frontières. Voilà. Et notre espace aérien, tout avion nigérien, ivoirien, sénégalais, burkinabé qui le trouve, on va le cogner. Aïe. Et il n'y aura rien dedans. Je crois bien que la 3e guerre mondiale, ça va partir à partir du Mali. Aïe. Inch'Allah. La 3e guerre mondiale, ça va aller à partir du Mali.
Parce que nous, on n'a pas peur. Nous, on ne recule pas. Nous, on ne donne pas des ordres. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes des dignes fils d'un pays. Ah ouais. Honte à vous, Bazoum. Honte à vous, Kaboré. Honte à vous, Ouattara. Honte à vous, Macky Sall. Honte à vous, le président ghanéen. Dieu merci, on est prêt. Nous, on sait qu'après la mort, il n'y a rien. Tout le monde va mourir. Il n'y a pas de super-homme. Même le prophète que Dieu l'aime plus, qu'à cause de lui que Dieu a créé la terre et le ciel, il l'a tué. Ce n'est pas nous. Nous, on s'en fout. Mais on n'est pas d'accord. On ne serait pas d'accord. On n'est pas d'accord. On ne serait pas d'accord. Voilà. C'est Dieu qui donne à manger. Ce n'est pas quelqu'un. Maudit soit vous. Ça, c'est ce qu'on appelle l'étape d'esprit, hein? C'est-à-dire qu'on se lève à les dimensions d'esprit pour sauvegarder sa dignité. Hein? On n'a pas peur. On est prêt à être sur le terrain, à affronter tout le monde. On est prêt à prendre les balles, c'est clair, pour la dignité, la survie de ses enfants, sa famille, ses amis, son pays. Hein? Ce qu'on appelle la détermination. Et ça, ce que vous entendez, ça, c'est le ras-le-bol du côté du Mali. Hein? C'est clair. C'est la jeunesse africaine consciente, sérieuse, visionnaire, qui est debout, qui refuse toutes ces manipulations que Paris est en train de jouer. Et c'est clair. Vous voyez, ce matin, après avoir reçu un message important de la part d'un frère aux États-Unis, nous l'avons clairement dit ici. Aujourd'hui, tous ceux qui viennent avec des problèmes de tout genre, hein, et ne proposent pas de solution, maintiennent les peuples dans l'agitation politique et dans la distraction politique. Et ça, c'est une pensée qui est venue de la part d'un frère des États-Unis. C'est très clair. Tous ceux qui viennent ici, qui ne proposent rien, qui nous viennent avec les différents problèmes, Oh, you want to change it? No. Do you want my help? Yeah. There is nobody there to help you? No, help me. You want me to help you? Yeah. Ok, les amis, je m'excuse. Hein? J'ai le petit qui me demande de l'aide. Donc, donnez-moi une seconde, je viens. Je reviens. Voilà. No. Pendant ce temps, je vous rejoue encore ce message audio de ce frère, juste le temps de... I'm coming, just give me a second, okay? I'm going to just play this for my friend who are watching me. Just wait there. I don't want you to come here, okay? Stay there. Just give me a second. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peuple nigérien, vous avez vu les lèche-culs de la France. Vous avez vu la décision des hommes qui font honte, des hommes sans vergogne, des hommes sans dignité, des ingrats, des imbéciles. Alassane Ouattara, il n'a pas honte. Il n'a même pas honte. C'est le dernier des chefs d'État. Mais il va voir. Il va voir bientôt. Ah ouais, nous, on ne recule pas. On ne va pas aller en arrière. Dites à Bazoum aussi, on ne va pas aller en arrière. Nous, on ne recule pas. Donc, nous, on est déjà prêts. Ah ouais. Nous aussi, on a fait des sanctions. Aucun avion de la CEDEAO ne va pas survoler le Mali. Voilà. On a fermé nos frontières depuis minuit hier. Avant qu'ils ne commencent, nous, on a déjà commencé. On n'a pas peur. Nous, on a peur de rien. La France a fait 70 ans pour conquérir le Mali. Les autres pays, il les a pris en 6 mois, 1 an. Il les a colonisés. Nous, il a fait 70 ans de guerre avec le Mali. Il connaît ce que c'est le Mali. Nous, on est prêts à tout. La population est déjà préparée pour ça. Ah ouais. Et n'importe quel imbécile de l'opposition qui va sortir, de parti politique qui va sortir, on va le brûler vif. Ah ouais. On va commencer à aller chez eux, maison à maison. Tous ceux qui parlent mal de la transition, on va les brûler toute sa famille. C'est ce qui est en route maintenant. Donc, il faut continuer. Moi, je lance aussi un appel au président guinéen pour qu'il puisse faire venir Guillaume Soro chez lui. L'armée lui donner créer une rébellion pour aller botter les fesses du vieux con de Alassane Ouattara. Voilà. Pas honte, ce fils de lâche. Je m'excuse. Alakana pas que Alassane. Donc, nous, on est là. Notre président est là.
on va très bien. Nous aussi, on a nos missiles, on a nos trucs. Donc maintenant, nous ne sommes pas la merci de la France. On a même interdit à la MINUSMA et à Barkhane de survoler leurs avions, de survoler nos bases aériennes. On est prêt, il n'y a pas de problème. Tout le Mali est prêt à prendre des armes contre cette CEDEAO, ce maudit de CEDEAO. Voilà. Donc nous, on n'a pas peur. On n'a peur de rien. Oh ouais. Jamais le verra lahar banda kora fo sinu. Hausa so ke ce bayan lahira babu wani gari. Bambara dit que lahar ko ma jewarete. Ade sera foyi. Ango ala kira. Mun ce Allah inni irkoy. Ango ala ma shi ce kan honte à vous, Bazoum. Honte à vous, Kabore. Honte à vous, Ouattara. Honte à vous, PDD Macky Sall. Des maudits que vous êtes. Que le bon Dieu vous maudisse. Qu'il maudit vos trucs. Comme vous êtes là, vous êtes dirigé par un petit blacoro. Wani shege, dan Daudu, shine yana baku ordre. Dan Daudu. Yana go arano ordre. PDD no go arano ordre. Zine da kanyamu kayota wande. Yana go arano ordre ara hawo. Vous avez eu honte, vous faites honte à la religion musulmane. Que le bon Dieu vous maudisse tous. Inch'Allah, le vent de colonel, ça va continuer. Il y a des colonels au Niger, il y en a au Burkina, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Sénégal. On va vous botter tous les fesses. Vous êtes tous partis. Vous ne connaissez pas la France. Si aujourd'hui Hachim dit à la France de laisser les autres pays faire des coups d'État et que tous ils vont le suivre, tu crois que la France va vous garder? Il va dire d'accord? Parce que depuis que la France est née, n'a pas vu un président comme Hachim Zoltan. Et Chogel Kokala Mega. Nous, on est là-haut. Vous avez fait votre sanction hier, non? À 17h à 18h. Nous, on a pris nos décisions à minuit, on a dit tous les frontières avec les pays de la CEDEAO sont fermées. Jusqu'à nouvel ordre. Avant vous, on a fermé les frontières. Voilà. Et notre espace aérien, tout avion nigérien, ivoirien, sénégalais, burkinabé qui le suivent, on va le cogner. Il n'y aura rien dedans. J'espère bien que, je crois bien que la troisième guerre mondiale, ça va partir à partir du Mali. Inch'Allah. La troisième guerre mondiale, ça va aller à partir du Mali. Parce que nous, on n'a pas peur. Nous, on ne recule pas. Nous, on ne donne pas des ordres. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes des dignes fils d'un pays. Ah ouais. Honte à vous, Bazoum. Honte à vous, Kabore. Honte à vous, Ouattara. Honte à vous, Macky Sall. Honte à vous, le président ghanéen. Dieu merci, on est prêt. Nous, on sait qu'après la mort, il n'y a rien. Tout le monde va mourir. Il n'y a pas de super-homme. Même le prophète que Dieu l'aime plus, à cause de lui que Dieu a créé la terre et le ciel, il l'a tué. C'est pas nous. Nous, on s'en fout. Mais on n'est pas d'accord. On ne serait pas d'accord. On n'est pas d'accord. On ne serait pas d'accord. Voilà. C'est Dieu qui donne à manger. Ce n'est pas quelqu'un. Maudit soit vous. Merci. Voilà, ça c'est le ras-le-bol d'un frère africain, malien. C'est Dieu qui donne à manger. Maudit soient ceux qui vendent leurs frères au nom de l'argent, ceux qui vendent leurs sœurs, ceux qui trahissent leur cœur, leur conscience, oui, ceux qui ont vendu leur dignité à cause de la gloire personnelle, une gloire que nous perdons tous parce que nous avons un temps de passage sur cette terre. Donc, pendant le temps de passage, il est mieux de faire le bien, se partager le bout de pain que nous avons et de toujours avoir une bonne réputation et surtout de ne jamais trahir sa conscience, le soi, ce qui se cache dans votre subconscient. Il n'est pas question de pouvoir brader cela. Il faut toujours avoir sa tête sur ses deux épaules, lutter pour le bien net de tout le monde, lutter pour l'humanité, on peut le dire comme ça. Mais comme parmi nous, il y a tout ce qu'on appelle en anglais les greedy, c'est-à-dire les selfish, ceux-là qui ne pensent qu'à eux, ceux-là qui ont pris l'argent comme étant quelque chose extraordinaire où ils sont capables de liquider les leurs à cause de l'argent. Ceux-là qui aiment le bien matériel, ils s'accrochent à ce bien matériel. Ils aiment le bien matériel plus que même leur propre corps et leur propre tête même. Vous voyez, ce que moi j'appelle les pourris, vous comprenez? Et ces pourris-là sont partout. Ces pourris-là, nombreux parmi eux, sont au niveau des gouvernants dans le monde entier.
En Occident, ils sont partout. C'est des patrons des grandes banques, des compagnies d'assurance. C'est des multimilliardaires. Ceux-là qui se croient des petits dieux dans leur petit monde, dans leur cervelet de pourris, ceux-là qui pensent que c'est l'argent qui leur donnera tout, même le salut. Comprenez ça, chers amis? Ceux-là qui ne pensent qu'à piétiner les autres, à damer les autres. Les pourris, il y en a parmi les blancs, parmi les noirs, parmi les jaunes. Ceux-là qui pensent qu'ils dominent, ils peuvent toutefois dominer. Ceux-là qui sont des véritables xénophobes contre le noir, contre le jaune, contre le blanc, et ainsi de suite. Les pourris, il y en a partout. Comprenez? C'est ça que nous allons, ces frères-là sont en train de dire non, nous n'en voulons plus. Et nous sommes ici pour rétablir la dignité de l'humanité dans un combat noble, sans insulter qui que ce soit, sans avoir esprit de vengeance contre qui que ce soit. Mais c'est une vérité. Si vous ne voulez pas de la vérité, allez-y faire votre propre monde ailleurs. Allez-y à Mars, là-bas. Créez vos technologies. Cassez-vous la gueule. Vous comprenez ça, chers amis? La Terre n'a pas besoin de vous. Vous êtes président d'un grand pays, d'un petit pays. Mais si vous avez ce caractère de pourri, cassez-vous la gueule. On n'en a pas besoin de vous. On n'a même pas besoin de vous donner le respect. Vous comprenez ça, chers amis? Parce que vous êtes dans la dimension des pourris. Comprenez? Et donc, vous êtes ici à l'école de l'USK, à l'école de la Fédération Congo, le nouveau pays. Et là, ici, nous allons donc vous donner les cours d'économie. Et là, nous disons aux pourris de la République du Congo, parce que la République du Congo, c'est l'État frontalier de la Fédération Congo. La Fédération Congo, c'est un nouveau pays. Oui, le pays existe. Il n'y a que ceux qui sont encore dans l'espace des pourris qui ne comprennent pas la problématique. L'État, il existe. Il ne reste plus qu'à donner la souveraineté palpable de fait à notre peuple, ce que nos peuples attendent. Et voilà pourquoi nous sommes déjà en train de bâtir des stratégies derrière les portes. Et ici, là, nous allons vous donner une véritable école. C'est comme déjà on l'a dit ce matin dans notre publication que nous avons déposé sur notre mur Facebook par ce message, cette réflexion très importante qui nous est parvenue du côté des États-Unis. On l'a dit clairement. Aujourd'hui, tous ceux qui viennent avec des problèmes de tout genre, comprenez, ils sont nombreux, ils viennent avec des problèmes de tout genre et ne proposent pas de solution. Ceux-là maintiennent les peuples dans l'agitation politique et dans la distraction politique. C'est ce que nous sommes en train de constater. Ils viennent avec tous leurs problèmes de nouveau, tous leurs problèmes de toutes les formes. Ils nous tirent en bateau. Mais leur objectif et leur intention, c'est de nous emmener dans une distraction. Et pendant ce temps, de l'autre côté, Pompidou est en train d'évoluer, de bâtir des stratégies pour avancer. Et ça, nous disons non à cette pratique-là. Nous, ici, nous n'allons pas rester dans les dénonciations éternelles, mais nous posons la problématique et nous proposons des solutions pour l'ensemble de notre peuple de s'en sortir de ce goulot d'étranglement dans lequel on nous a placés. Il faut le savoir que ce n'est pas le Jésus blanc que les catholiques ont fabriqué qui viendra nous sortir de là, mais c'est nous-mêmes. C'est par le biais de l'effort. On se tient la main coude à coude et on avance, on va prendre tous les coups de canon. Il y a ceux qui vont tomber, il y a ceux qui vont avancer. Mais puisque nous évoluons à la queue leu et nous formons ce qu'on appelle en anglais du shield, c'est-à-dire que une barrière des véritables guerriers dans la communication, dans la recherche des idées, dans la construction, dans le contexte de ce que nous avons dit, les cerveaux penseurs, nous allons finir par arriver à notre objectif commun, qui est l'État fédéral Congo, qui est déjà créé, que notre peuple est en train d'attendre. Vous voyez déjà que nos voisins de la République du Congo n'ont pas été même capables de payer leurs frais, parce qu'ils doivent, même à l'ONU, ils ont une dette là-bas, parce qu'ils n'arrivent même pas à payer les frais de membership, comme on le dit. Ils ont même perdu leur droit de vote. C'est des figurants.
Vous allez toujours les voir toutefois qu'il y a une réunion de l'ONU. Ils sont là dans cette salle-ci, ils payent des avions avec des délégations, des bourricots, des coro, vous voyez. Mais à la fin, ils ne peuvent rien proposer. Déjà, on ne les écoute même pas parce que déjà, ils ne sont même pas capables de payer ces frais annuels liés au membership des Nations Unies. Et ça, la Fédération Congo ne rentrera jamais dans cette humiliation. Et c'est une honte pour les débrasistes et les gens de la République du Congo qui sont tous derrière les Mboshi. Ils sont incapables de pouvoir même cotiser des petits fonds pour aller chercher leur droit de vote à l'ONU. Ouais, c'est cela. Mais la fédération sera constituée des hommes et des femmes, les fils et des filles Congo dynamiques, capables de maintenir la dignité et même leur réputation à l'international. Malheureusement, les autres nations du monde continuent de supporter les crimes réalisés par la République du Congo, qui est un pays frontalier avec la Fédération Congo. Comprenez ça, chers amis. Cette république est incapable de payer ses frais, mais l'ONU continue de supporter. Guterres continue de supporter Sassou et les Mboshi avec leur langue de barbarie, le Lingala. Le Lingala sera banni au Sud Congo. Ça, on vous le dit. Plus jamais, parce que c'est la langue du colon. Hein? Ils sont maintenant en train de coloniser les nôtres avec cette langue Lingala. Et ça sera banni. À l'instant même, ça sera banni, strictement interdit, parce que ça va être considéré comme la langue des barbares. Comprenez? D'accord, regardez une compilation que nous avons eu à mettre sur les médias sociaux. Éventuellement, vous pouvez aller regarder cette vidéo où nous avons parlé de complot contre le Congo. Il y en a deux parties. La première partie, il n'y avait que 8 minutes. La dernière partie, c'est 24 minutes. Donc, nous vous suggérons d'aller regarder la toute dernière publication de cette vidéo-là sur notre chaîne YouTube. À Facebook, vous avez le grand complet. Vous allez donc voir les compilations et vous voyez que les crimes se réalisent avec la langue du barbare que nous appelons le Lingala. Voilà pourquoi le Lingala sera banni à l'instant même que la fédération s'installe dans les territoires totalement souverains. Cette langue sera totalement bannie sur nos territoires. Voilà, donc avant qu'on ne rentre dans le vif de notre sujet, c'est l'économie de la Fédération Congo. On va donc vous emmener vers un audio et donc vous allez donc écouter de vous-même ce que la politique occidentale, l'économie occidentale par rapport à l'Afrique. Et nous allons donc tirer les leçons par rapport à la Fédération au Congo qui est notre nouveau État. On va donc aller écouter. Je crois que nombreux parmi vous, vous avez déjà certainement vu cette vidéo. Ça existe. Et nous, on va donc le jouer en audio. Quel est aujourd'hui l'intérêt pour Emmanuel Macron de relancer les économies africaines? Est-ce que c'est une question d'hégémonie en Afrique? Je pense qu'il y a un intérêt clairement pour la France de ne pas laisser l'Afrique s'enfoncer dans la pauvreté. C'est plutôt une question économique qu'une question d'humanisme. La France a une grosse partie de ces multinationales qui produisent les biens primaires que sont l'énergie, les matières premières en Afrique. Donc il faut absolument que ces multinationales françaises, elles ne sont pas que françaises, mais il y a une grosse partie où elles sont françaises, aient une stabilité pour pouvoir travailler. Si demain vous avez une instabilité politique, due aux famines notamment, ces entreprises ne peuvent plus travailler. Donc il faut assurer une stabilité, on va dire, politique et économique à l'Afrique en l'aidant pour permettre à ces entreprises de pouvoir extraire des matières premières et les matières minières du sol africain. Parce que ces entreprises sont françaises. Et puis l'autre chose, l'Afrique dans une condition, on va dire, je vais d'abord m'arrêter là. Vous comprenez ce que ce monsieur dit. On le considère comme un expert français. Donc il faut, dans l'intention de la France, il faut maintenir la stabilité politique, la stabilité économique. Mais vous savez qu'il n'y a pas la stabilité économique. C'est plutôt maintenir la stabilité politique, mais dans un sens figuré, parce qu'en réalité, il n'y a pas la stabilité politique. Et la stabilité politique, selon la France, est traduite par le maintien et tout son support que cette France apporte aux dictateurs, c'est-à-dire aux gens qu'ils ont choisis pour, comme entre guillemets, des leaders à la tête de ces pays. Vous comprenez? Et donc, prenons le cas de l'entité. Ici, nous allons parler de l'entité Congo avec C. Je veux parler toucher les autres pays.
tout simplement pour... Et je vais prendre peut-être l'exemple un peu aussi de la Côte d'Ivoire, hein, avec le Pontin, un autre empereur que nous appelons Ouattara. Hein. C'est ça la réalité. Donc, la stabilité pour que ça permette, ça permet aux entreprises françaises de continuer à extraire, hein, le sous-sol africain. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'expert français qui est en train de le dire ici. Donc, ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'on crée ces fameux phénomènes que vous appelez les phénomènes de démocratie à leur dimension, les démocraties qui ne servent que les intérêts du colon. Hein? C'est-à-dire qu'une démocratie où tant que les peuples africains sont muselés et tant que les entreprises françaises continuent de tirer le profit le maximum, hein? C'est-à-dire le pétrole, le gaz, l'uranium, vous comprenez, et toute forme de matière première que vous connaissez, ça signifie la stabilité. Hein? Tant que ces entreprises-là continuent de pomper, comme on joue au vacuum, là, hein? Donc on pompe, hein? On saigne le sous-sol africain, ça signifie la stabilité. Et cette France-là emmène ce discours-là jusqu'au niveau de l'Union européenne, hein, pour caractériser ce pays-là comme étant un pays stable. Parce qu'elle a soutenu le dictateur qui est là présent. Hein. Voilà pourquoi vous voyez, par exemple, dans le contexte du Congo, la République du Congo, il y a des crimes qui se répètent en exponentiel, qu'il s'agit des crimes de sang, des crimes économiques. À l'international, c'est bloqué parce que cette France manipule l'Union européenne. Les Danois profitent de quoi? Je ne sais pas trop, mais la Norvège, la Finlande, hein, c'est comme j'ai dit hier, les Pays-Bas, quel est leur profit, par exemple, dans la zone africaine centrale? Je ne sais pas trop. Hein? Je ne sais pas trop. Mais peut-être ces pays-là profitent par l'intermédiaire des entreprises françaises parce qu'il y a une collaboration entre les Blancs. Hein. Il s'agit ici de la collaboration entre les Blancs dans le contexte de l'Union européenne. Vous comprenez ça, chers amis? Mais en réalité, que tire vraiment la Norvège? Je ne sais pas trop. La Suisse doit certainement tirer le profit par rapport aux banques suisses, hein, qui sont dans les montages financiers, permettant donc à ces dignitaires et ces entreprises de pouvoir faire fuir les capitaux pour ne pas payer les taxes dans leurs pays respectifs, ainsi de suite, protéger la richesse des dictateurs africains. En contrepartie, les banques suisses profitent beaucoup. Mais les pays comme la Serbie, qu'est-ce que ces pays-là tirent? Je ne sais pas trop, peut-être dans la vente des armes pour essayer de maintenir l'Afrique comme dans un champ de guerre. Comprenez ça, chers amis. Mais c'est cela. Tant que le pillage est là, ça signifie la stabilité pour la France. Comprenez? Donc, en réalité, les démocraties dont on parle, c'est les démocraties de face. Hein, les démocraties pour permettre à la France de continuer à tirer le maximum du profit au détriment des peuples. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'expert français qui est en train de le dire ici. Et c'est ça qui a fait naître la Fédération Congo, hein, compte tenu de cette politique que la France a approuvée de la part d'Mboshi de pouvoir exterminer les peuples Congo, qui sont les détenteurs des ressources naturelles, qui vivent sur des terres bénies par le Dieu, le Tout-Puissant. Comprenez ça, chers amis, ces peuples qui ne cherchent qu'à vivre paisiblement sur leur territoire sont aujourd'hui devenus les victimes, hein, font face à l'extermination. Un projet bâti appelé Opération Moyé-Bara pour déloger ces peuples-là de leur propre terre, les exterminer, de les faire remplacer par d'autres peuples venus d'ailleurs. Une question de vouloir maintenir la domination française sur nos territoires par l'intermédiaire, entre guillemets, des faux dirigeants que la France aurait choisis et créer donc ce qu'on appelle ici la stabilité politique, entre guillemets, hein, et la stabilité économique pour la France. Vous comprenez ça, chers amis? On va donc continuer d'écouter et puis nous allons donc donner notre point de vue. Intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle puisse acheter nos biens et qu'on puisse extraire ces matières premières, eh ben, c'est la nécessité pour que notre économie fonctionne bien. Et c'est le but du sommet, là, en fait.
Donc, on va injecter quelques liquidités pour qu'elle aille un peu mieux et pour qu'on puisse toujours commercer dans les deux sens avec elle. Mais aucunement, ce sommet n'a pour but de sortir l'Afrique de la pauvreté. Et le but du sommet, là, en fait. Bon, vous entendez, hein? C'est-à-dire que si vous voyez bien, hein, tout a été déjà bâti pour verrouiller l'Afrique. Hein. Voilà pourquoi la France maintient des pantins pour stabiliser sa domination. Comprenez, la plus grande partie des choses, la France vend en Afrique. Hein. Une grande partie du commerce est avec l'Afrique. Hier, nous avons pris l'exemple des médias. Aujourd'hui, vous avez Canal+, qui est un business français. Donc, les Français tirent tout le profit. Et ça, c'est un manque à gagner pour l'Afrique. Donc, on contrôle l'information et on vous tire le capital. Comprenez? Celui qui vit, comme le disait un Burkinabé, je crois qu'on va vous le jouer là, un Burkinabé qui le disait, lui, pour écouter même les informations de son pays, il est obligé de s'accrocher à RFI. Hein? Donc, on contrôle l'information et on sélectionne l'information. L'information passe par ce qu'on appelle le service de censure, une façon de capitaliser l'hégémonie, la puissance de la France dans vos États africains. Prenez ça, chers amis. Toute information qui passe à RFI, c'est une information de propagande dans le contexte du bien-être de la France, la domination de la France sur vos territoires. Comprenez? Ça n'a rien à voir avec le progrès chez vous. Ça ne promet absolument rien sur ce qui est réellement la valeur africaine. Comprenez ça, chers amis? Donc, vous avez là les communications, c'est la France. Vous passez par tout un chacun de vous. Donc, quasiment dans toutes les capitales africaines, vous aviez là Canal+, qui vous donne donc ces intermédiaires-là. Et ça, c'est comme ça, c'est plusieurs décennies qu'on suce des multimilliards de dollars américains à travers Canal+. Je prends encore un exemple de ce commerce. Prenons les compagnies aériennes africaines aujourd'hui. La plus grande partie des compagnies aériennes des États africains dans la zone francophone ont du partenariat avec Air France. Dans certains cas, c'est quasiment, ces compagnies-là n'existent pas. À l'époque, on avait Air Afrique, mais Air France a tout fait pour détruire Air Afrique. Donc, vous allez certainement constater la spoliation en ce qui concerne le tarif des tickets d'avion. La France a le libre choix avec Air France d'augmenter le prix du ticket comme ils peuvent baisser, comme ils veulent. Mais jamais ils ne vont baisser. Ça évolue du jour au jour, parce qu'il y a zéro concurrence. Et ça, les dictateurs africains sont bien informés. Comprenez ça, chers amis. Donc, c'est un commerce à sens unique en réalité. Commerce à sens unique. C'est toujours cette France qui gagne sur tous les plans. Ça, c'est sur ce plan. Si vous voyez encore dans le domaine de l'automobile aussi, vous aviez quasiment la plus grande partie des fournisseurs. C'est la CFAO aujourd'hui en Afrique, dans les pays francophones. Donc, quasiment les gouvernements, entre guillemets, africains ont signé des contrats avec la CFAO dans la livraison de tout ce qui est fleet lié à l'automobile, et la réparation, la maintenance et tout ça, ça s'chiffre en multimilliards de dollars américains que les gouvernements ou les gouvernements africains déversent à la France pour faire fonctionner l'économie de la France. Comprenez ça, chers amis. Aujourd'hui, vos ports aussi sont gérés par Bolloré, qui vous emmène éventuellement des petits ingénieurs français pour pouvoir faire ce travail, alors que des Africains qualifiés pour faire ce travail. Regardez aussi dans l'exploitation du pétrole, vous voyez aujourd'hui, tous les grands salaires sont les petits Français qui sortent dans les écoles,
qui n'ont pas assez d'expérience, mais qui viennent là taper des 15 millions par mois, hein, des francs CFA, hein, ce qu'ils n'auraient jamais pu obtenir en France. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, en réalité, c'est un commerce à sens unique. Prenons aussi, dans le contexte du commerce, prenons la SECNA, par exemple, hein, parce que vos États payent des frais. Hein. C'est la SECNA qui gère les aéroports, la navigation aérienne, donc c'est aussi, ça fait partie de ce que nous appelons national security. Donc, la sécurité nationale, dans le cas d'espionnage et des contrôles, pour pouvoir identifier vos bases militaires ou vos armées, vos points stratégiques, même scanner vos sous-sols avec les ressources naturelles pour découvrir des endroits appropriés pour envoyer, en réalité, envoyer les équipes ou parfois créer des zones de tension parce que ces zones-là, on retrouverait beaucoup de minéraux. Comprenez? Donc, c'est un commerce à sens unique. Donc, on vous pille. La France joue le rôle du vacuum, en réalité. C'est une pompe à vide, comme on le dit, hein, qui tire tout, hein, mais par contre, lui n'injecte rien. Hein, elle n'injecte rien. La nation France, voilà, n'injecte rien chez vous. Comprenez? Comment faire pour faire couler la France? Il faut couper la livraison, enfin, le trafic Air France sur le territoire africain. Et chaque pays africain doit donc développer ses capacités ou dans une collaboration, ou encore les hommes d'affaires africains hein, peuvent venir avec un projet pour bâtir leur fleet, même des compagnies intermédiaires pour concurrencer Air France et augmenter la taxation pour Air France pour le rendre impossible à exploiter et peut-être même injecter à chaque billet vendu une TVA très importante là-dedans pour casser l'économie parce que c'est ça la vision, hein, chers amis, puisque nous sommes là dans un marché de la concurrence. Si vous faites affaire à une nation prédatrice comme la France, qui vous pille sur tout, vous devez donc venir avec une formule pour la coincer. Comprenez ça, chers amis. Et ça doit se faire sur l'ensemble du territoire africain, parce que si un gars s'engage, et cette même France-là viendra jouer un coup d'État. Hein, voilà pourquoi elle choisit des gens qui peuvent aller dans ce sens où ces compagnies ne payent quasiment pas les taxes. Hein. Les taxes liées au pétrole, c'est quasiment nul dans ces pays. Vous comprenez? Donc, il faut trouver des mécanismes pour asphyxier cette France-là. Vous comprenez? La Fédération Congo, c'est sûr que viendra avec des formules, avec des économistes qui vont travailler là-dessus pour pouvoir le faire. Et ça, c'est clair, hein, mes frères et amis. Si vous voulez vous en sortir, il faut aller chercher le capital avec un accord. Hein. L'accord peut-être, voilà, il y a des billets réduits pour nos populations. Hein. Là, on vous balance avec la taxation, vous payez moins les taxes. Comprenez pas, parce qu'il faut qu'il y ait au moins quelque chose sur la table. Hein. C'est le commerce. Ou encore, vous refusez de baisser les prix. Hein. Et nous, on augmente la taxation. Donc, une forme vous devez compenser, balancer. Et ça, il va falloir qu'il y ait donc, un gouvernement assis, un peuple debout, pour mettre en place les véritables institutions et puis avancer dans ce projet. Vous comprenez ça, Jordan? Ce n'est plus l'Afrique qu'on manipulait. Nous sommes dans une Afrique qui lague, comme on dit. On est très en retard et donc il faut essayer de le balancer. Les entreprises qui se sont lourdement enrichies doivent payer leur faire cher ou encore venir dans on m'a dit, un contrat d'agreement d'entente hein, avec agreement, voilà, je voulais dire en anglais, d'entente avec les nationaux hein, pour trouver, bon, si vous voulez que votre billet c'est $3 000 ou $3 000 pour venir de Brazzaville à Paris, donc dans les $3 000, il va falloir qu'il y ait au moins $800 qui rentrent dans le compte de la taxation. Comprenez? Et ça va permettre aux entreprises de mener la pression à leurs dirigeants politiques hein, pour qu'ils essaient de regarder comment venir avec une entente. Ou encore, vous baissez les prix. Au lieu de $3 000, nous allons donc désormais faire 1800. Hein, et donc, sur les 1800, on va donc trouver des ententes et nous, on va vous balancer un peu en ce qui concerne la taxation. Partout, c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes dans un monde de commerce et c'est comme ça que ça se passe. L'Afrique ne peut pas exempter. Hein. Or que la France domine sur tout et ne paye quasiment pas les taxes parce qu'elle dicte les dirigeants, donc éventuellement
Les députés sont incapables de rédiger des projets de loi, donc rien ne fonctionne. Dans un certain nombre de cas de figure, même les assemblées sont incapables de pouvoir convoquer les patrons des entreprises pour venir expliquer ce qui se passe réellement avec leurs entreprises par rapport à l'économie de leur pays. Il faut ramener la politique américaine qui est capable de faire emmener les grands patrons s'expliquer devant le Congrès, devant le Sénat américain. C'est ça la transparence. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous voyez que la bourse de New York, on appelle Wall Street, est la meilleure bourse du monde. Hein? Comprenez ça? Parce qu'on a bâti des lois, on a mis des lois efficaces et les patrons, personne ne peut s'échapper. Oui, si vous commettez, on va vous convoquer devant l'Assemblée, vous allez vous expliquer. Les députés, c'est des spécialistes, on les forme dans ces domaines-là pour faire avancer leur pays. On va donc continuer d'écouter ce que le monsieur est en train de dire ici. Donc, on va injecter quelques liquidités pour qu'elle aille un peu mieux et pour qu'on puisse toujours commercer dans les deux sens avec elle. Mais aucunement, ce sommet n'a pour but de sortir l'Afrique de la pauvreté et de la mettre sur la voie du développement. Parce que ni nos entreprises qui sont sur place, ni nos entreprises qui sont en France et qui exportent vers l'Afrique n'ont intérêt, in fine, à ce que l'Afrique s'en sorte mieux. Parce que si... Vous entendez ça, c'est très clair. Hein? L'intérêt de la France, c'est de sucer l'argent. Mais quand cet expert dit qu'on injecte un peu l'argent en Afrique pour essayer de maintenir la balance, mais ils injectent sous forme d'aide au développement qui est un prêt pour vos pays. Vous comprenez? Donc, en réalité, l'argent qu'on injecte vient sous forme de prêt. Et on injecte cet argent à travers les entreprises françaises. Ce n'est pas de l'argent qu'on donne dans la caisse de vos États. Et ça, les économistes africains connaissent bien cette formule. Hein? Et l'aide qu'on donne là, à ces entreprises françaises-là, ça vient sous forme de prêt dans vos pays. Vous comprenez? Pour rembourser avec des taux d'intérêt après. C'est ce qu'ils appellent la balance commerciale entre vos États. Et ça, nous, on va changer ça dans la Fédération Congo. Et là, vous entendez encore l'expert dire qu'aucune entreprise française, là c'est le cas de la France, parce que l'expert parle de la France, n'a l'intention de pousser l'Afrique à se développer. Donc, n'a aucune intention de vous voir vous développer. Et ça, c'est qui le dit? C'est le blanc qui le dit. Mais il ne se cache pas, il le dit devant vos médias et ça circule partout. Et vous croyez que la France est toujours votre partenaire historique. Comprenez ça, chers amis? Ça doit changer. Les politiques françaises, la politique économique, c'est la politique de la destruction, c'est la politique de l'asphyxie. En dehors de cette monnaie-là, on vous coince, elle vous vole aussi dans des stratégies de commerce. Comprenez? Et ça, nous, en tant que jeunes Africains, nous qui avons fait un peu l'école, nous qui connaissons lire un peu les livres économiques, il faut qu'on change. Ça doit donner une colère au sein de nous. On dit non, mais pas du tout. Ils ne sont pas supérieurs à nous. Nous avons le même cœur, on a le même corps, on a le même sang. On est partis dans les mêmes écoles avec eux, en Occident. On a été même les meilleurs par rapport à eux. Mais pourquoi ils vont nous dominer de cette façon? Non, il faut trouver des mécanismes pour revenir sur une table de négociation, pour essayer de voir pour que nous allons tirer le maximum de profit. Parce que c'est nos terres à nous, c'est nos richesses naturelles à nous, c'est nos pays à nous. Comprenez ça? Le Canada n'accepterait pas que moi, en tant que je vienne ici pour voler l'argent du Canada. Pas du tout. Même les États-Unis n'accepteront pas ça. Comprenez ça, chers amis? C'est très important. Ils n'ont jamais l'intention de vous développer. Mais quand on crée, entre guillemets, on fait semblant de la balance économique, c'est on les déverse dans vos compagnies. Comprenez ça, chers amis? Comprenez ça, chers amis? Donc, c'est ça la réalité. On va continuer d'écouter ce que le monsieur est en train de dire. Si l'Afrique s'en sort mieux, il y a une partie de multinationales qui devront rentrer chez elles
Et il y a une partie des biens qui seront produits directement en Afrique et nos entreprises françaises n'auront pas besoin, ne pourront plus les exporter. Donc, le but est toujours de maintenir l'Afrique dans une position plutôt intermédiaire, suffisante, qu'elle ne tombe pas dans le chaos, mais qu'elle ne se développe pas non plus. C'est un peu l'objet de ce sommet où on annule un petit peu de dette, où on donne un petit peu d'argent par-ci par-là, sans que ce soit un grand virage économique pour l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, C'est très difficile. Donc, vous comprenez ça, là? Il ne peut jamais avoir un grand virage économique. Hein? Jamais tant que vous allez connaître le partenariat avec cette France-là, on vous le dit. Il faut, mes frères et sœurs, hein, moi je suis très catégorique. Hein, c'est pas une question que moi je déteste les Français, non, pas du tout. Hein. Mais déjà là, je parle avec leur langue, même si je parle ça très mal. Mais on est en face d'un bourreau, un bourreau économique qui n'a pas pitié de vous. Comprenez ça, chers amis. Il ne vise que son profit. Et la plus grande partie de cette richesse servent qui? L'élite politique corrompue. Parce que la plupart de ces multinationales-là qui bénéficient de l'Afrique sont balisées, protégées par les politiques à travers des lois. Et en contrepartie, les multinationales financent ces politiciens à travers les campagnes électorales, les corruptions, les achats de chaussures en crocodile, les costumes. Hein? Et ces multinationales décident qui va être donc à la tête de ces pays. Hein? Puisque vous avez l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. L'Africain qui a perdu sa dignité devient un véritable monstre, donc capable de pouvoir liquider ses frères, et ils sont en train de le faire, affamer leur propre père, leur propre mère, à cause de ces entreprises et de leurs intérêts personnels. Mais eux, ils peuvent venir se soigner en Occident chez eux, tranquillement dans les hôpitaux. Et bien sûr, ils ne viennent pas gratuitement, ils payent. Hein? Élevez-vous à l'étape de l'esprit. Hein? Le blanc n'aime pas voir un noir qui résonne, malheureusement. Mais il y a des blancs conscients. Là, surtout pas la France. Avec le palais de l'Élysée, ils n'aiment pas voir un Africain qui résonne. Ils n'aiment pas voir un Africain qui est parti à l'école. Bon, ils aiment les Africains qui sont partis à l'école, leur école à eux. Soit formés militairement dans leurs écoles pour servir leurs intérêts, soit à leurs écoles les sciences po, selon eux. Donc vous êtes caricaturés à leur dimension, calibrée pour servir leurs intérêts. Et donc le ponte. Voilà pourquoi vous voyez ces jeux de ping-pong qui se réalisent avec, entre guillemets, les dirigeants africains. On va donc continuer d'écouter ce que le monsieur est en train de dire. Très important. Surtout dans une économie mondiale où on prône à l'Organisation mondiale du commerce le libre-échange. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous apprendre à fabriquer des voitures si vous avez juste acheté des voitures à l'étranger. On ne peut pas vous apprendre à fabriquer, je sais pas, un bien produit fini quand il peut être produit ailleurs. Et donc, ça met en fait tous ces pays dans une trappe à sous-développement. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est très difficile pour ces pays de se développer. Mais nous avons vu quand même ces derniers temps un certain nombre de pays qui étaient très pauvres, qui ont réussi à prendre la voie de l'émergence. Et elle s'est toujours fait en ayant une politique plus agressive que celle qui est faite en Afrique. Le Vietnam, par exemple. Voilà un exemple. Hein, c'est l'Asie, en réalité. Voilà pourquoi on vous dit, jamais il y aura ce que vous appelez les transferts de technologie. Jamais. Ne comptez ni sur les Américains, ni sur les Canadiens, ni sur les Français, ni sur les Européens pour faire le transfert des technologies. Jamais il y en aura. Pourquoi ils vont vous apprendre ces secrets-là de fabriquer les armes à vitesse supersonique, hein, capables de lever les fusils ou un missile depuis l'Afrique pour venir toucher l'Europe? Ils auront peur de ça, parce que là, ils verront qu'ils seront menacés. Donc, ils ne vous ont jamais cette technologie va se faire. Le transfert de technologie se réalise à travers ces jeunes Africains qui ont des potentialités douées d'apprendre, de comprendre les choses et de déverser. Et maintenant, là, ça dépendra
de la politique économique de leurs États et de leurs dirigeants. Vous comprenez ça? Si c'est un dirigeant biaisé qui travaillent dans le contexte de la France, ils essaient même d'éliminer un certain nombre des talents africains par leurs propres frères africains, parce que l'Occident a dit non, nous ne voulons pas voir ce type, il est tellement intelligent, il risque de nous casser tout le projet et donc il faut le liquider. On le voit dans le contexte des technologies, dans le contexte des industries pharmaceutiques. Vous voyez, chers amis, ou encore l'Occident vient avec des mécanismes de proposition des bourses d'études et on déplace ces talents-là dans les grandes universités occidentales, et voilà, et l'homme est parti, on lutte dans la nationalité, et il sert désormais l'intérêt. Or, nous devons donc bâtir des stratégies pour protéger tous ces talents, leur donner les moyens nécessaires. Et ça dépendra de la politique et de la vision d'un leader. Vous comprenez? Et l'USK a une vision claire. Les jeunes Congo, l'émancipation des jeunes Congo doit vraiment se faire là, le talent, donner les atouts nécessaires, sortir le génie qui est dans nous. Hein? C'est-à-dire qu'aller toucher, comme on dit, le Kundalumi, hein? Le Mayela ya mkwa mikango, mkwa lulendo, ina kele na kati ya mukongo ke muntu ya Mayela. Mayela ina ikele. Ina kele kaka mayindu fo beto mosi beto kwiza na yao na kusala na kubasisa babana ya beto na kukwenda na njina kutunga bwala ya beto. Benitala batatana. Comme vous avez entendu, il a parlé du Vietnam. Regardez un peu l'économie du Vietnam. Ils avaient quasiment les mêmes problèmes que les pays africains, mais l'Asie a pris l'envol. Ils fabriquent. Le tout dépend de quoi? La transformation. Comprenez ça, chers amis. Or, la politique française, c'est de maintenir le transport des matériaux de l'Afrique en France ou en Occident. On transforme et on amène le produit fini quand on vous revend à 1 fois, 10 fois, 1 million de fois le prix. Comprenez? Donc, vous êtes perdant. Or, si le produit est transformé sur place, mais pour que le produit se transforme sur place, il faut préparer les conditions nécessaires. C'est-à-dire que la main-d'œuvre est là, former des gens pour transformer et sortir le génie qui est dans nous, qui dort en nous, pour transformer ces produits en produits finis. Si vous ne vendez pas, vous n'allez jamais produire une croissance positive. C'est la transformation, la consommation. Nous sommes ici dans un monde de consommation. Voilà pourquoi vous voyez les McDo fonctionnent 24 heures sur 24. Vous voyez les KFC fonctionnent 24 heures sur 24. Parce que vous avez derrière les portes des chaînes alimentaires qui prennent les produits, qui transforment les produits pour que les gens mangent, parce que nous sommes dans une économie qui fonctionne 24 heures sur 24, un monde qui roule où les gens n'ont pas le temps de préparer chez eux. C'est ça l'Occident, comprenez? Mais nous avons encore là du talent en Afrique pour pouvoir transformer. Et c'est ça la politique Congo. Voilà pourquoi nous refusons que nos terres puissent être données aux voyous pour l'abîmer. Parce que nous voulons transformer, consommer, vendre, acheter, comprenez? L'économie est liée aux routes. Il faut transformer la marchandise d'un point A à un point B en un temps T, pas un temps T plus N. Comprenez ça, chers amis? En un temps, tout est calibré. Vous voyez ici, quand vous voyez les grandes routes, le fabricant, quand il vend son produit, il embauche, il travaille en collaboration avec les compagnies de livraison. Vous comprenez ça, chers amis? Et l'acheteur a une date et une heure qu'on donne à un tanker, tracker, c'est-à-dire que c'est gros véhicules qui transportent, pour venir livrer la marchandise. Il y a un temps. Voilà pourquoi vous voyez tout le système sécuritaire autour de ces véhicules. Vous voyez, il y a des compagnies qui assurent le tracking de ces véhicules, du point de vue satellitaire. On est capable même de lire la vitesse de ces véhicules, à quel endroit il a stoppé, il a combien de stops. Les règlements du ministère du Transport font qu'après un certain nombre d'heures de conduite et de distance, le chauffeur a droit à se reposer. Et tout ça, c'est considéré un facteur. Et nous sommes dans une économie où les choses vont très vite. Éventuellement, les gens vont toujours chercher à embaucher les chauffeurs expérimentés qui sont capables de vous livrer la marchandise à ce temps dont on leur a donné. Vous comprenez ça, chers amis? Donc,
Tant que vous êtes dans une économie où les routes sont tripatouillées, construites dans des conditions d'insécurité, le nombre d'accidents décélère le déplacement des produits, le déplacement de la marchandise, ça a un impact direct sur l'économie. Tant que vous ne produisez pas votre propre pétrole, c'est-à-dire que le gazole, le gasoil, le mazout, le pétrole non pas, et vous n'avez pas des approvisionnements en ce qui concerne les hydrocarbures pour faire fonctionner votre économie, ça crée quoi? L'inflation, parce que la marchandise retarde de venir, les quelques marchandises qui restent à vendre peut provoquer l'augmentation du prix et ça donne l'inflation. Et puisque vous êtes dans une économie informelle où tout dépend du commerce, où vous n'avez quasiment pas les acheteurs parce que les salaires ne sont pas payés, parce qu'il n'y a pas des emplois, ça entraîne le chaos économique. Et voilà pourquoi vous avez vu l'entité Congo avec C et dans le chaos économique. Comprenez ça, chers amis? Donc, il faut l'innovation. Et l'innovation, vous ne le trouverez jamais avec les nordistes. Jamais. Parce que l'intelligence du nordiste, c'est de voler, aller acheter ailleurs. Hein? La bonne vie, les maisons, les véhicules, parce qu'il sait que le lendemain, il vient encore voler. Il n'a jamais une intention de pouvoir investir. Hein? C'est clair. S'il veut vouloir investir, c'est à son compte personnel. Et même s'il pouvait investir, il ne va jamais payer les salaires. Comprenez ça, chers amis? Donc, ça demande des patriotes. Et dans le contexte des Congo, ça demande les fils Congo qui pensent réellement à leur propre terre et pour avancer. Hein. Je veux encore continuer ça. Hein. Avait une politique, quand c'était un pays pauvre, très agressive. Enfin, les investissements directs étrangers ne venaient pas s'installer comme ça au Vietnam. Il y avait du pétrole au Vietnam, ça a mis un temps fou de négocier l'extraction de ce pétrole parce qu'il fallait reverser une partie à la région, mais aussi une partie au nord et ainsi de suite. Et là, en Afrique, nous avons les contrats de partage de production qui sont les plus défavorables au pays. Donc, il y a un problème quand même d'agressivité du dirigeant africain dans la négociation de l'extraction minière. Et puis après, il y a toute la question du financement et des plans d'ajustement structurel du FMI dont on va parler. Et que... Monnaie du FMI. Oui, ça. Les contrats de partage pétrolier, c'est là où se passent tous ces magouilles, corruption, des montages financiers, donc le petit pourcentage qui reste extirpé par l'Ngeso aujourd'hui, hein, avec Sassou Nguesso Christian Denis, un voleur réputé du point de vue international, qui a géré ce pétrole-là pendant plus de 18 ans et jusqu'aujourd'hui il continue à gérer parce qu'il a toujours sa même mise sur ce fameux pétrole, le gaz de Luango, qui devient le goulot étranglement pour tous les peuples Congo. Hein, comprenez ça? Voilà pourquoi nous tenons à remercier le partenariat que nous avons mis en place avec le royaume de Luango à travers le Luango Souverain Insoumis, dirigé par Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V. C'est éventuellement fermer cette porte de sortie de Luango et aussi le partenariat que nous avons eu à faire avec les frères de Mpangala, qui demeure aussi une porte d'entrée pour venir prendre le sang des Congos. Il rentre par Mpangala, il sort par Luango. En pillant tout au long et en détruisant les peuples de Mpangala, Bouenza, Nyadi, le Koumou, jusqu'au royaume de Luango. Comprenez ça, chers amis? Ces fameux contrats où vous avez des montages financiers, nous avons l'habitude de vous expliquer ce que nous appelons les rouleaux compresseurs, des préfinancements avec des traders pétroliers falsifiés, fabriqués par l'Ngeso, comprenez, des compagnies écrans, ainsi de suite. Toute la mafia, hein, avec Total et Eni, qui sont et aujourd'hui Perenco, qui est devenu un grand joueur, et les compagnies écrans, aujourd'hui qui appartiennent au Ngeso, qui sont devenus des détenteurs de ces fameux puits de pétrole, avec une forte infiltration étrangère du côté de Luango. Les clans Kondi et Nkata qui perçoivent des miettes et quelques honneurs, vous comprenez ça, chers amis, alors que le gros magot est éventuellement extirpé, volé par les Nguesso, les nordistes et leurs amis italiens, français, et voilà. Vous voyez, comprenez la magouille qui se fabrique là-dedans. C'est cela, comprenez ça, chers amis. Et vous allez donc négocier comment, puisque tout le système est rouillé de corruption et de fraude. L'Issouba a essayé, est allé chercher 35%
voilà, malheureusement, les Américains ont abandonné les sous-bas, on peut le dire comme ça, avec le contrat Oxy, alors qu'il avait une vision claire par rapport à ça. Et la vision de la création de la Compagnie nationale des pétroles du Congo, c'était vraiment faire de l'entité Congo avec ses propriétaires, même peut-être même la vision était même d'avaler Total Eni, hein, c'est-à-dire que les sociétés nationales de pétrole du Congo devaient être le plus grand contributeur même dans Total Eni, comprenez? Mais les Mboshi sont venus marchander dans le contexte de s'enrichir exponentiellement et éventuellement avec tout le crime. C'est là le problème, comprenez ça, chers amis? Par contre, les autres essaient d'aller chercher le plus grand pourcentage. Nous avons donné l'exemple des frères du père Rachid, qui, le roi des Émirats arabes unis, hein, avec éventuellement Dubaï, on vous a parlé de ça, qui se retrouve au Golfe Persique, qui ne vivait que de la pêche, hein, et puis le commerce de l'or peut-être, hein, mais il n'y avait pas assez de revenus. Quand ils ont découvert le pétrole en 1966, ils n'avaient pas assez de dividendes aussi. C'était des petits pourcentages quand même, parce que certains nombres de pays africains ils sont en train de le recevoir aujourd'hui. Mais il a été un visionnaire, hein, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a investi dans la construction du port de Dubaï, qu'on appelait le port Rachid. Et ça a donné, c'était le point de départ de solidifier l'économie de Dubaï, qui aujourd'hui est devenue une véritable plateforme tournante de l'économie. Hein, Dubaï qui est devenu, qui a galopé, comprenez? Parce qu'ils ont eu des leaders, des visionnaires, on peut simplement dire des patriotes qui ont vraiment voulu faire de leur pays. Aujourd'hui, la rigueur fait que des investisseurs vont aller là où c'est rassurant, il y a la sécurité, comprenez ça, chers amis. Mais par contre, dans le pandémonium, vous ne pouvez pas le faire. Donc, la Fédération Congo vient avec la transparence, vient avec la vision économique, la sécurisation des économies, la sécurisation des partenaires. Et c'est cela. La Fédération Congo vient avec des formules de partage des richesses dans le contexte de développement. Hein, tout un chacun de nous tire son profit et tout un chacun de nous s'auto-protège. Il ne s'agit pas ici des familles. Hein, voilà pourquoi nous avons parlé de la fédération. Nous ne voulons pas qu'il y ait un chef d'État, hein, c'est clair. Ça, on n'en veut plus. Ça, on n'en parlera pas. Nous avons parlé d'une armée fédérale. Donc, vous voyez, dans un État, il y a plusieurs districts, hein, et il y a plusieurs ethnies. L'armée là va être constituée de cela. Ces districts-là, ces familles-là, ces peuples-là, ces ethnies-là, qui vont former l'armée à l'intérieur. Et nous allons donc parler aussi de ce que nous appelons la police fédérale, qui va être le conglomérat de tout ceci. Nous avons parlé de la police de proximité avec notre devise protéger et servir sa communauté. Donc, une collaboration dans la communauté pour mieux nous servir, mieux nous autoprotéger avec le respect des lois et des règles que nous mettons en place, le respect de la dignité, des droits humains. Vous comprenez? On ne va pas faire face aux Mboshi, aux nordistes qui viennent nous parler avec leur langue des barbares lingala, qui tuent les nôtres dans les ruelles, qui n'hésitent pas de casser les jambes de nos frères et nos sœurs avec la masse, donc ce gros marteau en acier, et qui coupe les orteils, qui éventre, qui tire à coups de canon. Ça ne peut pas se passer de cette façon. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, c'est cette vision économique que la fédération va venir et la transparence que tout le monde est en train d'attendre, que tout le monde espère, parce qu'à chacun veut vouloir tirer le profit. Voilà pourquoi l'Occident évolue, parce qu'il y a la loi, nous ne sommes pas dans la jungle. Hein. Il y a le suivi, il y a le respect, il y a la police, il y a l'armée, et c'est ça qui donne la dignité. Hein. C'est ça qui fait que les conditions de vie sont respectées. On est capable de pouvoir payer les services, donner de l'eau potable, l'électricité, ainsi de suite. Et ça tire les compagnies. Comprenez ça, Jean? C'est dans ce contexte de cette vision économique. On va aller un peu plus vite. Hein. Qu'on met à disposition des pays, voilà, pour leur balance des paiements, alors soit pour stabiliser leur monnaie, hein, leur politique monétaire parfois, soit pour acheter des importations. Mais il ne faut pas penser que c'est de l'argent qui est donné gratuitement. Le FMI ne donne jamais de l'argent gratuitement. Il faut l'avoir en tête.
le FMI a des objectifs politiques qui est de libéraliser l'économie. Donc cet argent est donné, mais souvent il est donné en échange de réformes à effectuer. Et les réformes, on les connaît. Ce sont des réformes, privatisation, etc. Et quand je disais que l'Afrique était le laboratoire des politiques libérales du FMI, il faut bien comprendre que je crois qu'il n'y a jamais eu autant de pays qui... Excusez-moi, il y a eu un Justement, ce que appel. nous avons découvert en Europe avec la Grèce, notamment, dont nous connaissons aujourd'hui les effets pour les Grecs. Les pays africains ont subi massivement ce type de politique. Et quand on regarde les résultats de ces politiques, on nous dit tout le temps, oui, mais ça n'a pas marché en Afrique pour des raisons autres que économiques. On nous dit c'est le climat, on nous dit c'est les guerres ethniques. Bon, on tient à vous réitérer et vous expliquer les Moshi qui n'attendent, ils ont volé tout l'argent. Les Nordistes ont tout volé en collaboration avec la France. Et c'est la France qui fait les montages au niveau de FMI pour leur donner encore les dettes. Et c'est cette même France qui profite encore. Hein. Souvenez-vous, en 2010, avec les gens comme les Nicolas Sarkozy, les Dominique Strauss-Kahn avec les montages, où généralement Nguesso et sa bande n'avaient pas l'autorisation de pouvoir aller recevoir le statut de PPTE, pays pauvres et endettés. Hein. À cette époque, les revenus du pétrole étaient très élevés, avec des budgets jusqu'à 7 000 milliards de francs CFA. Mais ils ont fait des montages financiers avec les Français. Lamagouille, Strauss-Kahn, Dominique, Nicolas Sarkozy étant le président de la France, ils ont réussi. Ils ont tiré à chacun son profit. Mais ça profitait à qui? À la France. Comprenez ça, chers amis. Et aujourd'hui, les Moshi viennent encore vous dire, le FMI, vous avez entendu, hein? Le FMI ne vous donne pas l'argent pour rien. C'est avec d'énormes intérêts. Donc, vous êtes dans un cercle vicieux. Donc, le FMI n'est pas la solution en réalité. Comprenez ça, chers amis. Et en contrepartie, le FMI leur avait même demandé des mesures, enfin, de faire des réformes. Donc, éventuellement, les 48 mesures que le FMI leur demandait, qu'ils avaient cachées. Nous étions, nous, dans le système baie vitrée, de sortir les 48 mesures. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais pu respecter parce que eux-mêmes, ils sont boulonnés dans la fraude, la corruption, les manipulations, ainsi de suite. Comprenez? Même quand on leur dit l'argent des générations futures, Mwamba, qui venait de mourir, vous a dit, le FMI est venu ici, il a rencontré leur ministre, il a dit, bon, c'est bon, sur les mesures, combien de gens ont été arrêtés en ce qui concerne la fraude, les détournements de l'argent? Mwamba vous le dit. C'est quoi les statistiques? Mwamba le dit. Donc, vous ne pouvez pas évoluer avec les Moshi et les Nordistes. C'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas évoluer avec les Moshi et les Nordistes. Et là, nous disons même aux Congolais, parce que nous sommes les Congos, nous dans la fédération, aux Congolais, zéro futur, zéro avenir. Ne comptez pas sur le FMI et les Moshi ne viendront toujours vous mentir avec, entre guillemets, l'agriculture de phase, ce qu'ils vous font miroiter comme votre sortie, enfin, le développement économique que vous ne trouverez pas. Mais en réalité, c'est un canal par lequel ils veulent continuer de vous piller, ils veulent vous mentir. Et vous voyez le fils Dahomey Mboshi Zaïrois, que nous appelons Sassou Nguesso Christian-Denis, le voleur numéro 1, qu'ils sont aujourd'hui en train d'acclamer. Une grande partie de nos frères, même au niveau de la diaspora, sont en train d'acclamer un criminel réputé qui veut vouloir prendre le pouvoir par le biais des coopérations, des milices, des mercenaires, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que la République du Congo, vous êtes dans la merde. Voilà pourquoi le Sud Congo, on a dit, nos richesses naturelles, nos terres à nous, ne peuvent pas servir d'éponge, de gage pour les Moshi, les nordistes, pour aller continuer à concocter des dettes sous le dos de nos peuples Congo et notre sol. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, voilà pourquoi nous avons créé notre fédération, pour bloquer cela. Et nous avons dit au FMI, attention, les Congo, les terres Congo, c'est les terres les plus riches. C'est là où se retrouvent les ressources naturelles. Nous ne sommes plus partie de la République du Congo. Donc, si vous voulez donner votre prêt aux Moshi, aux nordistes, ça n'engage que vous. Mais parce que nos ressources naturelles ne serviront plus de gage pour les dettes des Moshi et des nordistes. Vous comprenez ça? Et ça, c'est une logique. On comprend ça. Et nombreux parmi eux, de ces Moshi, on les a vus quand ils avaient signé ce premier contrat, je crois que nous étions le 11 juillet 2018 ou 2019, sur
comment ils ont même appelé ça, un truc de l'élargissement de crédit, où on leur avait déversé les premiers 48 millions de dollars. Sur les 48 millions de dollars, le Dahomey Mboshi avait pris 75%. C'est ça qui avait fait péter la durite à Galis Ganongo, qui était son ministrant. Et le gars dit, mais comment ça? Vous voyez, donc, on a vu tous ces Mboshi-là, leur atalaku, hein, trinquer des champagnes sur les médias sociaux, danser, FMI. Le FMI est une banque. Nous tenons à vous dire qu'une banque est là, c'est pour faire les profits. Vous comprenez ça? Une banque fonctionne pour faire le profit. Une banque, pour vous donner un prêt, doit avoir des garanties, doit savoir est-ce que vous travaillez, est-ce que vous êtes capable de payer. Vous comprenez ça, chers amis? Et dans le cas où vous ne payez pas, est-ce qu'il y a une assurance? Et l'assurance, c'est sur quoi? Les matières premières. Vous comprenez? Aujourd'hui, la Fédération Congo est là. La Fédération Congo devient aujourd'hui le verrou pour les nordistes et les mochis, parce que vous ne pouvez plus gager nos matières premières comme garant de vos prêts. Vous comprenez ça, chers amis? Ils sont allés concocter des multimilliards de dettes avec les Chinois. Et tout ça, c'est avec l'assistance de la France, parce qu'il y a une collaboration. Quand ils vont prendre de l'argent chez les Chinois, hein, ça passe par ce système de convertibilité. Donc, ça passe par la Banque de France. Et donc, la Banque de France tire son profit. Donc, en réalité, c'est les Chinois qui profitent, c'est les Français qui profitent, et puis les signataires, donc les Mossi, les Nordistes. Donc, les Congo ne font pas partie de leur équation. Vous comprenez ça? Donc, en réalité, il vous faut des visionnaires, des gens qui peuvent bâtir, même s'ils veulent aller voir le FMI, une banque, hein, pour essayer de se lancer, il faut que cet argent soit vraiment utile pour leur peuple. Et donc, dans la vision fédération, on mettra des gens, des visionnaires, des lois qui vont cadrer tout ça. Vous volez un franc, et ce franc que vous avez volé va être remboursé. On va aller rapidement. Voilà. Donc, il y a vraiment une conséquence entre les deux. Donc, quand le FMI prête de l'argent, il faut toujours se méfier. Et je veux dire, aujourd'hui, sortir l'Afrique des politiques imposées par les bailleurs de fonds, moi, je pense que c'est déjà une première étape pour que l'Afrique se développe. Je rappelle quand même quelques chiffres, c'est important. C'est que l'Afrique, entre 1950 et 1970, avait un taux de croissance plus élevé qu'à partir des années 80. Or, à partir des années 80, c'est là où on a appliqué massivement les politiques d'ajustement structurel en Afrique. Donc, c'est très important de rappeler que quand le FMI intervient, ça ne se passe jamais bien. Et en 2000, je dis une dernière chose, en 2000, il y a eu un changement de politique dû à Stiglitz, qui critiquait beaucoup le FMI, et à la société civile qui a beaucoup manifesté contre ces plans d'ajustement structurel dans des ONG européennes, américaines, mais aussi africaines. Et on est passé à des documents stratégiques de pauvreté, où c'était le pays qui devait rédiger contre-échange de fonds du FMI. Donc on est passé d'une situation où le FMI imposait à une situation où le FMI devenait un professeur et il notait les copies. Et en fait, quand vous aviez un document, si les Africains, les dirigeants africains avaient proposé ce que moi je propose, ils auraient eu un 0 sur 20 par le FMI. Ils n'auraient pas eu les fonds. Mais s'ils proposaient ce que proposerait Macron, hein, libéraliser, flexibiliser, etc., bah là, on leur donnait de l'argent. Et puis à l'époque, et c'est pour acheter des importations, il va finir. C'est l'illustre. Et donc, attendez. Le monsieur a dit quelque chose de bon. Hein. Ça dit que si un professeur en économie, en macroéconomie, faisait le dossier, le donnait à FMI, le FMI ne donne pas l'argent à ces pays africains. Hein? Donc, le FMI donnerait 0 à ces dossiers. Mais si c'est Macron qui le fait, donc les montages financiers éventuellement dont nous parlons, avec des réseaux flous, ben, l'argent est déversé. Mais quand le montage financier est réalisé, c'est éventuellement toute l'équipe qui travaille sur cette affaire qui doit donc prendre les commissions. Donc, il y a des paiements des commissions, les pots de vin, la corruption, à haut niveau. Vous comprenez ça, chers amis? Et c'est le cas avec les montages, avec Sassou Nguesso de nuit dans la République du Congo. Et c'est pour cette raison, cette France le garde là. Parce qu'il est spécialisé de signer quand Paris a besoin d'argent, ou les dirigeants politiques, ou le monde dans le système de la France-Afrique ont besoin d'argent. On passe par lui. Lui est Nguesso. On a un montage financier à faire. Donc tu vas signer, il ne peut pas bouder comme il aime le pouvoir. Donc en réalité, ils s'endettent au nom de l'entité Congo avec C, mais l'argent passe dans les mains des dirigeants français.
Et c'est ce que ça signifie, ce que ce monsieur est en train de dire ici. Donc, il faut qu'il y ait une influence française. Il faut que le montage soit réalisé par la France. Donc, doublement, on vous vole. Hein? Donc, il va concocter un prêt auprès du FMI après avoir fait un montage où les gens, sur cette chaîne-là, à chacun tire sa dividende, donc sa commission, et c'est des commissions très élevées. Le FMI déverse l'argent dans un compte opérationnel en France, puisque vous êtes là dans une convertibilité de dollars au franc CFA, ça passe par la Banque de France. Là encore, on réduit le montant, la France gagne, comprenez? Et à la fin, Nguesso va aussi prendre peut-être ses 5%, dit bon, on a quand même pitié de toi, bon, on prend quand même ça. Et Nguesso, qu'est-ce qu'il fait? Il vire ça dans les comptes. Et la dette reste aujourd'hui au nom de l'entité Congo avec ses. Voilà pourquoi les Congos ont dit non, on ne peut pas continuer à fonctionner. C'est pour cette raison qu'on le garde, c'est un mercenaire économique, Sassou Nguesso. C'est un mercenaire militaire, c'est aussi un mercenaire économique. Donc, c'est un tueur de l'économie. Hein, Sassou, c'est un tueur de l'économie. C'est un tueur des emplois. Les Moshi et les Ngala, parce que quand je parle de Sassou Denis Mathurin, il faut prendre tout le groupe avec les revenants, les gens comme les colonels Makosso. Les colonels Makosso, c'est un nom d'emprunt. C'est un nom d'emprunt. C'est ce qu'on appelle chez nous les Moussi Ntsumba. Ils ne sont pas de chez vous. Vous leur demandez leur village, ils ne pourront jamais vous dire un village. Ils vous diront toujours que je suis de Diosso. C'est là où tous vont concocter les noms. Les Gomez, ce ne sont pas les gens de chez nous. Hein? Quand le parent meurt, ils sont enterrés ailleurs. L'Antoinette Thibota, ils vous diront qu'ils sont des Diosso. Comprenez ça, chers amis? Ils sont nombreux. Regardez aujourd'hui dans Luango, si vous allez essayer de regarder toutes les mairies, hein, les mairies par exemple de Luango, on a mis des gens entre guillemets, qui ont un peu des demi-parties de l'entité Congo avec ces. Hein, les Mubenda, Romial Mubenda. C'est un Mouenambangui, c'est un centrafricain. Comprenez? Parce que l'Assis Zéphirin avait plusieurs femmes, y incluant la femme, non, plutôt, comment on appelle, le vieux Boukambu. Le vieux Boukambu avait plusieurs femmes, je crois 3 femmes, incluant la femme centrafricaine. Donc, les gens comme le Moubenga là, les criminels là, hein, les Sassou le savent pourquoi ils les mettent là. Comprenez? Ils sont en train de changer tout le système, hein, parce qu'ils sont en train de nous tuer par des étrangers. Comprenez ça, chers amis? Donc, c'est cette politique que la France fait. Ceux que la France protège dans ce pouvoir-là, c'est des spécialistes dans les montages financiers pour tuer les économies de l'or, entre guillemets, là où on les a placés comme des dirigeants. Et c'est ce que le monsieur explique. Si Macron le fait, c'est bon. Si les Strauss-Kahn le font, c'est bon. Si les Sarkozy arrivent à le faire, c'est bon. Souvenez-vous qu'on vous a déjà expliqué la politique des parallèles. C'est même la politique de parallèle qui a fait que Chirac déteste Pascal Lissouba. Et qui a trahi Pascal Lissouba? C'est Omar Bongo, le Gabonais, hein, qui avait trahi. Parce que c'est lui qui avait appelé, quand Chirac a appelé Pascal pour demander de l'argent, Pascal dit, mais Denis a tout pris. Moi, je viens de venir en fonction, les caisses sont vides, donc donnez-moi un peu le temps. Donc lui, il appelle donc Bongo Lissouba pour dire à Bongo, mais écoute, ton gars vient de m'appeler ici, il demande de l'argent, mais tu sais que moi, je n'ai pas d'argent. Comprenez? En fait, il avait appelé pour expliquer à son frère, hein, pour dire, écoute, regarde la situation qui m'arrive, mais Chirac était très fâché. La politique de parallèle, c'est que quand un chef d'État demande de l'argent à un préfet en Afrique, le chef d'État français ne veut pas qu'un autre préfet en Afrique puisse être informé de la situation. Comme Lissouba avait informé à Bongo, et Bongo, peut-être c'était dans ses calculs, c'est tellement qu'il a parlé avec sa femme, la fille de Sassou, et la fille de Sassou savait que c'était peut-être l'opportunité de griller Lissouba. Donc elle dit à son mari, appelle Chirac à cette heure pendant qu'il dort avec sa femme, et puis tu lui déranges. Et donc Bongo prenait le téléphone, appelait Chirac à 2h du matin, il disait, mais Chirac, si tu as besoin d'argent, tu m'appelles, pourquoi tu demandes de l'argent à Pascal? Omar Bongo disait à Chirac, et Chirac lui dit, mais qui t'a dit ça?
Il dit, mais Pascal vient de m'appeler, il m'a dit que tu lui as demandé de l'argent. Mais tu sais que Denis a tout pris. Si tu as besoin de l'argent, envoie-moi quelqu'un, voilà, envoie-moi Bourgie. Voilà ce qu'il a dit. Envoie-moi Bourgie, comme ça, je te donne l'argent que tu cherches. Pascal, pauvre de lui, Denis a tout pris, les caisses sont vides. Et Chirac était fâché. Chirac a dit, j'aurai la peau de Pascal. Et c'est voilà pourquoi ils sont venus faire le coup d'État. Comprenez? Parce que la politique de parallèle avait été trahie. Donc, en réalité, les parallèles se sont rencontrés comme un peu, en mathématiques, on dit les parallèles se rencontrent à l'infini. Donc, là, apparemment, nous n'étions pas à l'infini, mais les parallèles sont devenus concurrentes quelque part. Ils se sont rencontrés. Et ce qui a fait coûter le pouvoir à l'Issouba. On comprend ça, les amis? Et c'est ça. Hein? Si le montage financier est fait au niveau de Paris, avec l'amagouille du système international, à chacun tire sa commission. Et la dette est donc endorsée au nom de ce pays-là. Et c'est ce que le Mossi, Sassou Denis Maturin, fait tout le temps. Hein? Comprenez ça? Voilà pourquoi les Congos ont vu tout ça, dit non, ils nous tuent, ils veulent nous exterminer, ils sont en train de vendre nos terres, ils pillent les ressources naturelles, et ils veulent nous emmener dans l'endettement global, exponentiel. Il est temps de dégager de là. Hein? On a créé notre pays. Donc, on va essayer d'écouter rapidement. Des problèmes de l'Afrique et de l'Afrique en général. Alors, il a raison quand il dit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en Afrique, mais il n'y a que ça. Tout le monde est entrepreneur de soi-même. C'est des entrepreneurs de survie. Vous avez des pays où 70% de la population vivent en auto-entrepreneur quasiment. C'est-à-dire que c'est des petits entrepreneurs de la vie quotidienne. Vous savez, quand vous avez des défaillances des institutions, des défaillances de marché, vous les comblez avec une forme d'entrepreneuriat privé de survie. C'est-à-dire que vous allez dans une administration, vous faites 3 heures de queue. Ben, vous avez des gens qui sont des gens qui se font payer pour faire la queue à votre place. C'est leur métier. Ils ont monté cette entreprise, ils disent, tiens, il y a un problème, une défaillance, on attend 3 heures pour faire la queue. Moi, je vais créer mon entreprise, je fais la queue à ta place, tu me donnes de l'argent. Donc, tu fais la queue, l'autre, il va au café, voilà. Vous avez des gens qui sont en même temps fonctionnaires, mais comme l'État a des retards de paiement parfois, ben, ils montent leur petite entreprise pour faire du café devant enfin, tous, ce sont des auto-entrepreneurs. Vous avez tous les métiers possibles, inimaginables qui ont été inventés en Afrique. Donc, les gens, ce sont des entrepreneurs nés, beaucoup plus qu'en France. Ça, il faut dire la vérité. Le Bénin, par exemple, 70%, ce sont des auto-entrepreneurs. En France, les auto-entrepreneurs, c'est 5-6% à peine. C'est-à-dire 50% de la population française, elle bosse dans des grandes entreprises intermédiaires de plus de 250 salariés. Donc, l'Afrique, elle n'a pas besoin d'entrepreneurs. Elle en a déjà plein. Elle a besoin surtout d'industrie. C'est hyper paternaliste, en plus, de qualifier Voilà le point que moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé. Le commerce, on est né avec. On se souvient qu'on a eu des grands-parents, des grands commerçants du côté de Mouyonzi, du côté de Sibiti. C'est des gens qui ne connaissaient même pas lire. Hein. À Sibiti, j'ai connu deux individus. Il y a Yobo, hein, et puis l'autre, c'est Ngawa. Hein. Il y avait même le vieux Kibiti, hein, et des grands commerçants là-bas. Et ces vieux-là, ils ne connaissaient même pas lire. Hein. Le commerce est né avec nous. Hein. Mais il nous manque les infrastructures et les possibilités de transformation de vite écouler nos marchandises. Ce qu'on appelle l'industrialisation. Tant qu'on n'arrivera pas à ça, mais pour qu'on arrive à l'industrialisation, il faut poser les bases solides, les fondations solides. Il faut que l'eau soit disponible 24 heures sur 24, de l'eau potable. Vous voyez que nous sommes entourés quasiment dans les territoires Congo des cours d'eau. Et nous sommes dans un bassin versant. Donc ça, c'est une solution, ça, c'est une problématique qu'on va rapidement résoudre. Il nous faut de l'énergie. Nous avons pensé à sortir le barrage de Sounda à l'instant T. D'ailleurs, que vous avez vu, quand nous avons commencé à parler du barrage de Sounda, les Mbossi sont allés vite pour aller casser la structure. Donc, casser le sol pour qu'on ne puisse pas avoir la possibilité de poser l'ouvrage. Vous comprenez? Le mauvais cœur, dans l'intention de vouloir exploiter l'or. Hein? Nous avons aussi pensé de créer d'autres approvisionnements en énergie, créer d'autres barrages hydroélectriques, dont une façon de rendre les régions plus indépendantes, ou les États plus indépendants, hein, ou les districts plus indépendants. Comprenez ça, chers amis? Ça sont les fondements. Il faut mettre en place les routes. Comprenez ça, chers amis? Et emmener enfin l'Internet et tout ça. C'est ça qui attire
aujourd'hui les entreprises de venir s'installer. Parce qu'on dit, bon, écoutez, là, on a des hommes forts, on a des femmes fortes, on a des gens intelligents, des gens un peu formés, et nous avons déjà les infrastructures de base. On peut donc faire de l'activité, surtout que la main-d'œuvre est moins chère. Vous comprenez ça, chers amis? Et c'est ça qui fait que le Maroc devient aujourd'hui un pays concurrent où les multinationales se déplacent, vont mettre leur base là-bas. L'Asie aussi, c'est la même chose. La Chine, ainsi de suite. La Tunisie, ainsi de suite. Parce qu'il y a eu des leaders visionnaires qui ont pensé mettre en place l'infrastructure de base qui ferait que les entrepreneurs cherchent là où il y a la concurrence, là où ils vont faire beaucoup plus de profit. La main-d'œuvre, c'est ça qui coûte de l'argent aux entreprises. Si tu as la main-d'œuvre moins chère et tu as des gens qui sont capables de faire ce travail, les gens viennent. Les Congo, on a ça. Nous avons vécu en Occident, nous avons vécu en Amérique du Nord, on connaît comment ça fonctionne et c'est sur ce chemin que nous sommes partis. Comprenez ça? Et la transformation des produits, la consommation. Nous sommes dans un monde de consommation. Aujourd'hui, les jeunes Africains veulent vivre comme les jeunes Européens. Internet, tablettes, petites voitures. Donc, vous créez ce que nous appelons une nébuleuse des entreprises autour en faisant circuler l'argent. Hein, vous comprenez ça, chers amis? Et l'argent circule dans le pays. C'est ça qui crée la croissance. Les entrepreneurs naissent, produisent, donnent de l'emploi. Ces gens travaillent, comprenez, paient les taxes que vous appelez les IRPP. Hein, nous avons payé. On a laissé beaucoup d'argent au Congo là-bas. Je ne sais même pas si je vais aller réclamer même ma pension un jour. Comprenez ça, chers amis? Et ça qui fait que les États vont payer les services, continuer à donner de l'eau potable, à fournir l'énergie. Les gens travaillent, paient leurs factures, à construire les hôpitaux et les écoles. Parce que ça, c'est la responsabilité des mairies, des districts, ainsi de suite. Voilà la vision d'Europe. Il n'y a pas de magie. Il y a eu seulement la bonne volonté. Et en Afrique, il y a des modèles comme ça qui fonctionnent. Mais même chez nous, ça a déjà fonctionné au temps du président Alphonse Massamba Deba. Hein, ça a déjà fonctionné. Comprenez? Et en Afrique, il y a des modèles. C'est possible qu'aujourd'hui, les terres Congo deviennent un petit paradis. On peut même transformer ça en paradis fiscal, si nous voulons. On comprend? On va mettre les lois, on bâtit tout. On peut le transformer en Dubaï, comme nous avons dit que nous avons 15 ans pour déjà donner une grande vision, peut-être 80%, 50% de la visibilité. Et ça, la vision. Hein? Rien n'est impossible. C'est une question de vision, de la bonne volonté et d'avoir le cœur pour ces peuples. C'est ça la vision. On a des terres, on a des endroits, on a les vallées. On peut transformer le Sud-Congo. Et nous, dans notre vision, nous le ferons. Mais nous ne pouvons jamais le faire avec les nordistes et les mochis. Parce qu'ils sont que dans le contrôle du pouvoir, le pillage, la destruction, l'armée. Or, dans le contexte de la fédération, l'armée sera là simplement pour sécuriser les territoires, sécuriser les biens, sécuriser les personnes, sécuriser les intérêts de nos partenaires. C'est ça la vision. Hein? Et ça sera une armée disciplinée avec toute la technologie. Et c'est ce que nous ferons. La transformation des marchandises, la construction des routes, les autoroutes sécuritaires pour déplacer. Parce que c'est tout ça les bases. Hein? Les grandes multinationales veulent venir. Mais comment on va le faire? Est-ce que vous avez les bases? Il faut construire les routes. Ce n'est pas aller prendre les dettes, faire comme les mochis et tripatouiller les routes de l'impossible. Construction des routes sur du sable qui s'écroule. La piste devient l'unique piste où on extirpe les populations de payer. Non, cette route-là, elle va être gratuite parce que c'est l'unique route qui relie beaucoup de villes au sein de la fédération. Mais non, s'il y a des investisseurs privés qui veulent raccourcir les temps de transport des marchandises, peuvent mettre ce qu'on appelle en anglais les toll roads, c'est-à-dire que les routes payantes où vous allez payer par rapport à un péage. Comprenez ça, chers amis? C'est ça la vision généralisée. Donc la transformation, l'industrialisation, mais ça nécessite des infrastructures de base que nous ferons avec des personnes qui survivent en tentant de pallier les défaillances du système, de business angel ou d'auto-entrepreneur ou quoi que ce soit. Enfin, c'est différent d'un auto-entrepreneur français. Bah, bien sûr, là, il y a un mythe du super-héros entrepreneur qui pourrait réussir seul. Mais quand vous regardez en Afrique, même quand vous regardez les plus grands chefs d'entreprise africains, c'est des gens qui sont extrêmement innovants, qui ont inventé des choses, mais souvent, l'accès au financement, les banques n'ont jamais voulu leur prêter d'argent ou à des taux mirobolants. Donc, c'est souvent des entreprises étrangères, par exemple comme Total, qui sont obligées d'investir dans des provisions d'investissement diversifiées, c'est obligatoire, et qui vont prendre le capital
d'un start-upper, on va dire, ou d'un grand entrepreneur africain, et lui permettre d'avoir des fonds, et lui, il va s'enrichir. Mais voilà. Et vous avez après toute cette petite, tout le reste de la population qui est un entrepreneuriat de survie. Mais aujourd'hui, ce qui manque à l'Afrique, quand on regarde, l'Afrique, la plupart des biens qu'elle produit et qu'elle exporte, ce sont des biens primaires, c'est-à-dire des matières premières, de l'énergie. Et ces matières premières d'énergie, elle n'arrive même pas à le transformer sur place. C'est-à-dire que, par exemple, un pays comme le Congo, il exporte du pétrole, le pétrole est transformé en essence en France, et elle importe de l'essence. Alors, elle pourrait transformer son pétrole en essence chez elle. Donc là, elle aurait une industrie qui permettrait d'employer des Congolais, voilà, et de transformer un produit qui vient de chez elle. Et bien, il n'y a même pas ça. Mais ça, personne n'en parlera, parce qu'à qui ça dit donc qui allait comme ça? Vous entendez ça, là, hein? Et là, on prend l'exemple du Pandomonium, hein, dirigé par les Moshi, sous le leadership de Mathurin, le Béninois, le Dahomey, le faux Moshi, sous le leadership de tous les nordistes que vous connaissez, des véreux faux politiciens, comme un peu, on nous a ressorti Nzo Mathias, que ça soit donné 1%, moins de 1% lors de ces élections tripatouillées, ou là où il a tué Kolela Parfait Guy, hein? Nzo Mathias s'est ressorti. Il vient vous parler des changements de la Constitution. En réalité, Nzo Mathias vient plaider la cause du Mbossi Mathurin. Dans le langage du non, il y aura une guerre civile. Donc, en réalité, il fait passer le message à la Pompidou. Il dit non, il n'y a que Sassou qui peuvent garantir leur fameuse paix. Leur fameuse paix signifie le pouvoir au nord, le pouvoir politique au nord, le pouvoir économique au nord, le pouvoir militaire, le pouvoir social, hein, le pouvoir éducatif, hein, au nord. C'est-à-dire qu'une domination totale au nord. C'est ça que ça signifie, leur paix. Hein. Comprenez? Leur paix signifie massacrer le Congo, les envoyer en exil, piller, détruire leurs familles, massacrer leurs femmes, vendre leurs terres. Et ça que Nzo Mathias est venu dire. Un pauvre type, un Bateke, cireur de chaussures, il faut le dire, c'est un Bateke du Nord. Les Bateki du Nord, moi je les appelle les Mboshi. C'est des Mboshi. C'est ça la réalité. Comprenez ça, chers amis. Et ça, nous disons non à cette pratique-là, hein, Nzo Mathias, qu'on a donné, qui avait disparu depuis que Sassou le Mboshi l'a humilié. Ils ont assassiné Kolela. Il n'est même pas venu parler de la mort d'un Kolela. Parce qu'ils font partie des coups. C'est des amis. Ils sont tous dans les mêmes loges. Ils sont tous dans les mêmes pratiques. Comprenez? Nzo Mathias doit avoir honte de lui. Hein? On va le liquider, tous ses biens. On va liquider tous ses biens qu'il détient dans le territoire Congo. On a ces informations. C'est des pauvres types. Tous les nordistes sont unanimes derrière la souffrance des Congos. Et ça interpelle, ça doit interpeller tout un chacun de nous. Comprenez ça, chers amis? Et ça, c'est une réalité, hein, mes frères et sœurs. Hein? Ils sont incapables même de vous donner les produits dérivés du pétrole. Le pétrole en pompe, vous avez du mal. Le carburant, l'essence, le jet fuel, vous avez du mal. Même les produits dérivés, ce que nous appelons aujourd'hui, qui nous permet d'assurer le bitumage des routes, ils ne sont incapables de vous le donner. Or, dans le pétrole, c'est toute l'industrie. Les plastiques viennent du pétrole, viennent de l'industrie pétrolière. Comprenez ça, chers amis? Les plastiques. Hein? Donc, vous voyez ce qu'on appelle en anglais plastic modeling. Donc, toutes les formes nécessaires, c'est toute une industrie, des multiples industries de transformation pour vous avoir à travers le pétrole. Ils sont incapables de le faire. Avec les amis de Luango, c'est une grande vision avec les autres partenaires qu'on a là. On va transformer, devenir l'élite dans la sous-région, même dans le domaine du plastique. Il y a plusieurs choses. Aujourd'hui même, l'industrie automobile, hein, dans la robotisation, on a besoin de ces plastiques-là, hein, qu'on appelle plastique modelé. Comprenez ça, chers amis? Mais vous êtes en face des gens qui ne pensent qu'à vendre l'or noir et attirer le capital. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire à travers ça. Hein, on devait avoir toutes les routes bien goudronnées avec la transformation des produits venant à partir des dérivés du pétrole. Ils sont incapables de le faire. S'ils sont incapables de vous fournir le carburant, le pétrole lampant, le mazout, le kérosène, l'essence, comprenez ça, chers amis, le jet fuel, alors comprenez le reste. Et tout ça, ils sont maintenant en partenariat avec les amis. Ils vont transformer au Nigeria, ils viennent vous revendre. Et plus cher, 2, 3, 4 fois le prix d'un litre, hein, ce que le litre pouvait coûter.
Et ça, c'est anormal. Ils ont failli, on va les chasser sur nos terres, c'est clair, il n'y aura pas de pitié. Et on va aller chercher tout l'argent qu'ils ont volé, tous les biens, ce que vous aviez investi en République démocratique du Congo, ce que vous avez investi au Cameroun, vous avez investi en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Dubaï. Ne vous en faites pas. Les Arabes, on a de bonnes relations. Ils vont comprendre notre lutte. Hein, ce que vous avez caché en Occident. Les Américains sont en train de tout arracher. Et ça fait dans l'économie. On va discuter avec les autorités américaines. C'est de l'argent qui reviendra à la fédération. Oui, c'est cela. Même si nous pouvons recevoir 30% de cet argent ou 20% de cet argent, ça va faire quelque chose pour la fédération. Il y aura des négociations. Vous comprenez ça, chers amis? La transformation. Donc, eux, ils vont donc transformer les produits pétroliers en France et ils viennent vous revendre. Voilà pourquoi vous aviez ça galope. Et pourtant, ils ont même la CORAF. Ils ont été incapables même de gérer la CORAF. Parce qu'il faut continuer à voler, piller, faire des montages financiers. Ça sont les Christelle Denis. Les Toka aujourd'hui qui sont devenus des multimilliardaires. Hein? L'autre, c'est qui là? Celui qui a la grosse bouche là, qu'on a arrêté à Paris récemment. Bon, ça c'est le mensonge. C'est le nom qui m'échappe. Hein? Son nom m'échappe. Denis Ngokana et tout ce monde-là, ils sont nombreux. Les Maxime Gonzion, les Antoinette Thibota, les Rodrigue Nguezo, tout ce monde-là, c'est des voleurs, comprenez? Ils sont devenus riches avec l'argent de Luango, pendant que les Luango eux-mêmes sont souffrants et un petit clan Kondin, Kata qui joue dans les falsifications, accepter des fausses familles et manger tranquillement. Les Anatole Colonel Dimakoso, des étrangers. Que des étrangers, mes frères et sœurs. Vous comprenez? Donc, c'est très important hein, que c'était pour moi de faire ce direct. Je suis quasiment à la fin. On va essayer d'écouter ça. En disant qu'il allait réclamer, réparer la clim, on s'en souvient, ça. On tutoie, on reste ici, tu vas réparer la clim. Soit dit en passant, quelqu'un qui a vécu en Afrique, c'est qu'il y a quand même un respect des anciens qui est un peu plus élevé, on va dire, que chez nous. Hein. Après, un étudiant lui a posé, trié sur le volet, hein, parce que les étudiants étaient triés sur le volet. Hein. Dehors, ils manifestaient, dedans, ils devaient être avec Macron. Et ceux qui étaient dedans, il y en a un qui a eu le courage de poser cette question du franc CFA et de la souveraineté monétaire. Macron, il dit, est-ce qu'il y a un économiste dans la salle? Il dit ça, genre, le franc CFA, ne pas être souverain de sa monnaie, c'est génial. Bah, allez dire ça à la Chine, au Vietnam, vous allez voir comment ils vont vous répondre, ou à l'Amérique du Sud, vous allez voir. Enfin, la politique monétaire, c'est la base. Hein. Donc ça, on n'en parlera jamais. Le fait que quand une entreprise investisse en Afrique, qu'elle soit obligée d'investir, je sais pas moi, dans des raffineries, etc., comme des pays du Golfe le demandent, comme des pays d'Amérique du Sud, ça, il ne faut pas en parler. Vous voyez? Donc, il faut dire, l'entrepreneur, c'est super, on va te donner un peu d'argent, microcrédit, 2-3 euros, tu vas pouvoir arrondir tes fins de mois, et c'est toi qui vas sauver l'Afrique. Non. Si on veut un vrai plan pour sauver l'Afrique, il faut, moi je l'ai dit, que les dirigeants soient un peu plus agressifs dans les négociations. Ils peuvent le faire aujourd'hui parce qu'ils ont le choix avec des pays comme la Chine, qui sont intéressés par leurs matières premières, et donc il faut qu'ils fassent jouer cette concurrence pour être plus agressifs, comme l'Amérique du Sud, comme sont les pays du Golfe. Il faut qu'ils exigent que les entreprises multinationales, qui sont principalement européennes, qui viennent tirer leurs matières premières, réinvestissent dans l'économie locale pour qu'ils puissent transformer leurs produits finis. Ça, ce sera la première étape. Le reste, les institutions, la baisse de corruption, elle viendra après, comme ça a été le cas chez nous quand on s'est développé. Voilà, donc ça, c'était une bonne intervention. Voilà, un autre voleur, c'est Lucien Ebata. Merci à toi, Comeback, hein, et du côté de Facebook qui m'a donné. Lucien Ebata, un autre voleur, regardez sa bouche, de moto pamba, comme on dit, hein. Bantu mpamba, banda salete makulu na bantunga. Bamekuma bantu ya mbongo na mpasi yangena mu na bimvwama yangena muno ina beto kena kudila ntango c'est akile kiadi mais nzila beto mo kupesa ni ya fédération kakani na kupesa lusalusu. Comme vous avez entendu, le monsieur l'a dit, hein, il faut être très agressif des négociations. C'est ce que les pays du Golfe ont fait. Regardez ce que les Émirats ont fait. Ils sont partis des petites dividendes du pétrole en construisant un port, et eux-mêmes se sont relancés dans l'exploitation des hydrocarbures. Ils sont allés donc avaler même les investisseurs qui étaient venus à l'initiale. C'est ça la vision d'un leader. Toujours penser gros. Et aujourd'hui, ils sont devenus dominants. Hein, regardez les pays asiatiques. Ils transforment sur place. Nous consommons tout ce qui revient de chez eux. Ben, rien n'est impossible. Il suffit d'avoir des visionnaires. Mais dans d'autres pays, nous voyons déjà quand même une petite lumière au bout du tunnel. Regardez l'Afrique de l'Ouest. Regardez le Ghana.
hein, quand même une économie stable, une économie. Regarde le Nigeria. Hein, il y a des visions des gens qui transforment. Comprenez ça? C'est une question de vision. Et puis trouver le bon partenaire. Le bon partenaire. Hein? Il ne faut pas que ça soit un partenaire que vous êtes complexé. Vous êtes devenu là le béni oui-oui. Hein? Parce que chez vous, déjà, le français vous domine. Hein? Oui, chef, oui, chef. Dans le système francophone, c'est un système de receveur d'ordre. Hein? Où on donne les honneurs à sa hiérarchie pour qu'on puisse bénéficier de sa confiance ou de sa promotion. Mais dans le système anglophone, c'est le leadership qui domine. C'est la discussion. Vous allez voir le chef d'entreprise mettre son jean, son t-shirt, venir mettre la main dans la pâte en train de travailler avec vous. La renégociation, hein, c'est ça que nous sommes en train de dire. Dans la Fédération Congo, on va négocier. On va s'asseoir sur une table, on va discuter. Ça serait des choses dans la transparence. Les parlementaires de la Fédération vont être formés pour aller regarder et négocier. Hein? On ne va pas être là avec la chicotte, avec les partenaires. S'ils sont des partenaires, ils viennent pour faire du gain. Nous aussi, nous voulons faire du gain. Ils sont contents, nous sommes contents. Hein? Quand on dit nous, c'est nos peuples. C'est l'ensemble de nous. Vous comprenez ça, chers amis? Et on ne peut pas se laisser dominer. Vous comprenez ça, chers amis? C'est une discussion. C'est une affaire de business. C'est un commerce. On négocie. Ah, écoute, comme on dit, bargaining table. You are on a bargaining table where you have to discuss what is price. Okay, I just want to give you $5. Oh, no, $5 is too much. I'm going to give you 4.5. That's the way it has to be. And then you're going to see. With 4.5, I'm able to provide water to my people. Yes, I'm able to pay salary. Yes, I'm able to build a road, schools, hospital. Yes, okay, I will take it. C'est comme ça qu'on fait. Comme ça, chers amis. Donc, c'est clair. On est dans un monde de business. Nous avons une mentalité anglo-saxonne. Hein? On a travaillé avec eux. On est en Amérique du Nord. On a une vision. Notre vision est claire. La vision Amérique du Nord. On est clair là-dessus. Comprenez? Et nous regardons tous les horizons. Dans le contexte de la Chine, c'est la négociation. On ne peut pas voir les Nguesso aller prendre de l'argent et puis brader nos ressources naturelles, brader nos terres. Non, pas du tout. Les Chinois doivent revenir sur la table, doivent aller d'abord demander leur argent. C'est les Nguesso. Et nous allons balkaniser et bloquer nos terres et nos ressources naturelles. Vous comprenez ça? C'est une vision claire et nette, mais c'est la renégociation. On va discuter, on va regarder l'intérêt de notre peuple et ça se demande. Les Congos vont discuter avec tout le monde. On n'a pas de parti pris. Hein? Et oui, nous tenons à le dire d'une manière claire. On va voir ceux qui nous viennent avec le meilleur deal, hein, que nous travaillons ensemble, parce que notre intérêt, le plus essentiel, c'est protéger notre peuple. 1, protéger nos terres. 2, protéger nos ressources naturelles. C'est ça même qui fait la fondation de l'unité du Sud-Congo que nous appelons USK. C'est d'ailleurs même le contexte humanitaire. On a mis la protection des ressources naturelles dans le contexte humanitaire. Il faut protéger les ressources naturelles, protéger les peuples, protéger les terres. Et c'est ça qui fait la fondation d'une nation. Comprenez ça, chers amis? Et c'est cette vision. On va terminer avec... on a quand même fait quasiment 2 heures. On va terminer avec l'audio du président Laurent Gbagbo, Koudou Gbagbo. On a un petit tronçon de pays et on est président là et on est content. Mais ça ne nous donne pas l'indépendance. Ça ne nous donne pas la puissance. Je suis allé en visite officielle en Chine. J'étais arrêté à côté du président chinois et puis on jouait l'hymne national de Côte d'Ivoire. Et après l'hymne national chinois. Mais quelles étaient mes pensées en ce moment-là? J'ai dit, on me blague. Parce que, apparemment, nous sommes 2 chefs d'État égaux. Mais c'est en apparence. Apparemment,
nous avons 2 drapeaux, 2 hymnes, 2 délégations. Nous discutons, mais je ne suis rien par rapport à lui. Il faut que les Africains pensent ça. Il faut qu'ils sachent ça. Il faut qu'ils sachent ça. Quand tu vas à l'Élysée, Écoutez ça. que tu montes, le président descend les escaliers pour venir t'accueillir et que tu montes, puis la garde est là, à droite, et tu la salues, tu te prends pour un grand. Tu te prends pour un grand. Mais est-ce que celui qui t'accueille te prend pour un grand? Et est-ce que la réalité te considère comme un grand? La réalité des faits et la réalité politique. C'est ça. Mes frères, tant que nous sommes dans des micro-États comme ça, nous ne sommes rien. C'est de là que part l'idée du panafricanisme. Ce n'est pas la peine de chercher des théories et des trucs. Il faut regarder les faits. Moi, je ne vais pas citer des pays pour ne pas être en porte-à-faux diplomatique. Avec des gens, j'ai été quand même chef d'État, mais c'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. Les pays dont on parle un peu en Afrique, qui ont une petite puissance économique, c'est le Nigeria, l'Afrique du Sud, c'est l'Égypte. Donc des pays qui sont grands un peu par rapport à nous autres. Mais nous, là, on a le cacao. Cacao. Nous sommes les premiers producteurs de cacao. Et on se promène partout, et moi aussi. Nous sommes les premiers producteurs de cacao. Ah, c'est Laurent Gbagbo est bon. San Pedro est le premier port cacaoé du monde. Mais et puis après. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est Laurent Gbagbo. Ah, allez. Vous savez, ce qui a fait le problème entre Houphouët-Boigny et la Banque mondiale à la fin de la vie d'Houphouët-Boigny, c'est qu'il a tenté de bloquer le cacao pour faire monter les coûts. Quand la Banque mondiale a vu ça, elle a diversifié. En Malaisie, elle a donné de l'argent pour qu'on développe la culture cacaoyère là-bas. Ouais, je sais pas, tu veux nous faire chanter pourquoi? Ils ont les moyens. Et même l'Europe, qui a colonisé la plupart des pays africains. L'Europe se trouve être petite. Chaque pays d'Europe se trouve être petit aujourd'hui.
Donc, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un processus qui a commencé et les Européens sont en train de s'agglomérer, de se regrouper. Bon, en tout cas, c'est très important. Je retiens 3 choses de ce discours du président Laurent Gbagbo. Devant le président chinois, il se sent petit, parce que quand il essaie de regarder l'économie de la Chine, et lui, il va en tant que quémandeur d'argent et des services. Alors que il y a plusieurs décennies, nous étions quasiment au même niveau. Ça, c'est le premier niveau. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il nous dit, quand vous venez à l'Élysée, le président de Pompidou descend les escaliers. Pompidou, c'est la France. Et le palais d'Élysée, vous le connaissez. Descend les marches pour venir vous accueillir. Mais est-ce que vous êtes au même niveau? C'est le même respect. Mais ce que vous ne comprenez pas, ce que les Africains ne comprennent pas, les petits préfets là, qui ne comprennent pas, ça s'appelle en anglais du customer service, c'est-à-dire le service à la clientèle. Il doit vous montrer que vous êtes grand, vous êtes chez lui. Donc, il descend les marches pour faire ce qu'on appelle du customer service, le service à la clientèle. C'est flatter son préfet. Et le préfet pense qu'il a de l'amour pour toi. Non, il n'a rien à foutre de toi. Il est dans le business. Il va prendre le maximum qui se trouve chez toi. Et c'est ce qu'on vous dit. Il faut, il faut parfois même prendre des cours en ligne, ce qu'on appelle le customer service. Le client est roi. Et le petit préfet africain, comme un peu Mathurin, le Dahomey béninois Sassou Denis, se croit aux anges quand il voit Macron, Yolande François ou François Hollande, Sarkozy Nicolas, Chirac Jacques, tous les autres là, descendre des escaliers du perron de l'Élysée pour venir l'accueillir là. Il se croit aux anges, il dit que c'est la même. Il n'a rien à foutre de toi. Comme Macron, on le voit, faire semblant de donner la bise à la main de Antoinette Thibautet, la femme de Sassou. Il n'a rien à foutre de toi, Antoinette Thibautet. Ça s'appelle, si vous ne savez pas, du customer service, le service à la clientèle. They don't care about you. Ouais. A customer is like a king. You have to treat him better. You have to treat your customer better so that he can come, he can keep coming to buy in your store. Right? If you have a business, you have to treat the customer better, provide him every service that you need. You have to honor your customer. Show him that he's like a king, he's like God, because you want to sell. For you to sell, you have to have a kind of what we call a huge smile. Un smile, you gotta smile. Tu dois rire, tu dois sourire, tu dois montrer que tu es gentil. C'est le meilleur produit. Ce que Macron fait, ce que les présidents de Pompidou font, ça s'appelle les customer service. Il faut le dire à ces petits dictateurs africains-là, qui se croient au rang de Dieu, qu'il est dans le cœur de ces gens-là. Ils n'ont rien à foutre de vous. Ça s'appelle du customer service. Donc, c'est cela le besoin Gbagbo. Est-ce que vous avez la même dignité, la même considération quand il descend? Et si vous êtes au même niveau, est-ce qu'il a vraiment de l'amour? Non, pas du tout. Un autre point, c'est que le président Gbagbo, le troisième et le tout dernier, il dit quand Houphouët-Boigny, à la fin de sa vie, avait des petites difficultés, il a dit, bon, je suis le premier producteur du cacao, donc du chocolat mondial. Le chocolat est... Quel est l'enfant en Occident qui n'aime pas le chocolat? Tout est dans le chocolat. Donc, c'est une denrée rare. Donc, donc Houphouët-Boigny a voulu faire un peu le chantage. Et qu'est-ce que la Banque mondiale a fait? A donné les fonds à la Malaisie pour qu'eux aussi produisent le cacao. Pour essayer de balancer, pour dire, attends, tu ne fais pas le chantage, nous on est capable. C'est la même chose avec les Occidentaux. Ce qu'ils font, ils vont donner les armes à nos amis, à nos propres frères, pour nous tuer. Ils donnent le poison. Empoisonner Pongui. Ce n'est pas le blanc qui vient le faire.
c'est nous-mêmes. On donne à nos frères, on te donne un petit 5 000 € et te voilà là. Tu sneaks comme un petit singe là, tu cherches l'opportunité. Ah, est-ce qu'il boit? Te voilà là. Jeter le poison à ton frère, comme un peu ce qu'ils ont fait au Tché. C'est bizarre, hein? La journée d'aujourd'hui, depuis la journée d'hier, je suis en train de penser à Georges Passy, le Tché. Donc, quelque part, il est là, son esprit en train de me parler. Comme ils l'ont empoisonné. Ça s'est fait par ses propres amis, par même les Congos, hein? Les pourris, comme je les ai appelés au début, les pourris. Comprenez ça? Et ça, c'est très important. Et ce qu'ils ont toujours fait, ils vont donner les armes aux voisins, à tes voisins, les frères noirs. Créer une rébellion, c'est la même chose qu'ils font aujourd'hui. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire aux Noirs. Hein? Ceux qui nous parlent du panafricanisme. Mais il y a des Noirs qui détestent les Noirs, il y a des Noirs qui détestent les Noirs. Parce qu'ils veulent servir les intérêts. Parce qu'ils pensent qu'à leur propre intérêt, à leur propre vente. Comprenez? Et ça, c'est des leçons que moi, je tire de ce discours de président Gbagbo. Comprenez ça, chers amis? Donc, mes frères et sœurs Congo, l'économie, c'est tout le monde. Les enfants, les papas, les mamans, les femmes. Il faut booster les femmes, donner l'opportunité aux femmes. Parce que les femmes, quand elles sont déterminées de faire le travail, ils vous le font tranquillement et bien. Donc, il faut donner les moyens nécessaires à nos mamans, leur donner l'opportunité de lever leurs enfants, envoyer les enfants à la crèche ou à la garderie et qu'elles-mêmes, elles partent aussi prendre la formation nécessaire et rejoindre le milieu du travail. Créer une balance. C'est comme ça qu'on va développer le Sud-Congo. Et le Sud-Congo ne laissera jamais les femmes. Les femmes et les hommes seront au même niveau. C'est l'honneur que nous donnerons à nos mamans, à nos sœurs, à nos cadettes, parce qu'elles ont été trop victimes du système Moshi et du système nordiste. La fédération, c'est le chemin d'irréversibilité. Nous ne reviendrons jamais en arrière. Souvenez-vous, ceux qui sont en train d'arriver là, on en a déjà parlé. On avait dit à la France, dans nos petits directs, puisqu'ils sont fous de nous, ils disent Pungi, oh, c'est un fou. Hein, c'est déjà comme ça qu'ils m'appellent, Pungi, c'est un fou. On avait dit, la France va s'agenouiller, parce que l'Afrique est en train de changer. Il faut peut-être changer les politiques et renégocier. Et renégocier sincèrement. Hein, comprenez? Ça ne sert pas de supporter à faire remplacer les dictateurs par leurs enfants, à encourager le massacre des Congos. Mais il faut renégocier sincèrement avec les peuples. Pas dans les contextes d'aller les diviser, mais de venir avec une sincère négociation. Et surtout que cette France a l'avantage de la langue. Hein. On peut renégocier. Vous pouvez abolir le franc CFA. Vous allez toujours vous en sortir. Si vous venez renégocier sincèrement. Mais elles s'en foutent. Elle est orgueilleuse. Elle est regardez le jeune Macron. Il nous prend pour du piece of shit, quoi. Il peut dire, bon, un tel, je vais l'assassiner. Il croit que les jeunes Africains ont peur de mourir. Non, pas du tout. Vous avez entendu les audios que je vous ai joués. Vous allez certainement faire peur aux Moshi parce que les Moshi n'ont pas ça. Aux nordistes, ils n'ont pas ça. Ils ne comptent que sur les armes. Sans les armes, ils ne sont rien. Mais l'intelligence est plus que les armes. La parole est plus puissante que les armes. Vous comprenez? Donc, mes chers frères et sœurs, je vais donc m'arrêter par là. C'est quasiment 2 heures. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse, nos ancêtres continuent de nous tenir. L'économie, c'est nous. Vous étiez là à l'école de l'USK, à la petite école de la Fédération Congo, non la vision économique de nos peuples. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Les Congos gagneront. Continuez de signer la pétition. Demain, nous allons encore donner les chiffres de la pétition par rapport à toutes les fiches de pétition que nous avons reçues. Donc, ne manquez pas le live. C'est le frère Edim Kaï. Nous allons donc vous présenter les résultats. Une troisième compilation des résultats de la pétition de l'unité du Sud-Congo, la Fédération Congo. Matondo yangu ya mote bankoko kutatama na usimba nyamba ya maza tata nzambi yani wasikutwalisa ti na insi ya mona ina beto nyosuke na kuvingila na kutala na ki mona meso beno la mote abuo pia